J'ai choisi un passage de la paracha qu'on a tous lu aujourd'hui, quand c'est marqué Vaï Bayami Ma'em, Vaïgdal Moshe, et ce fut dans ces jours-là, et Moshe a grandi, Vaïetse Elechav, il est sorti vers ses frères, Vaïar Besivlotam, il a vu leur souffrance, Vaïar Ishmitri Make Ish Ivri Miechav, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif Miechav de ses frères, Vaïfen Kovako, donc il s'est tourné par là et par là, il a regardé, Vaïar Ki En Ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, Vaïar Eta Mitzri, il a frappé l'Égyptien, Veitmeneu Bachol, et il l'a enterré dans la poussière. Maintenant, ça c'est le sens simple, vous connaissez tous l'histoire, que Moshe Rabbeinu, donc, il a vu un homme égyptien qui frappait un juif, alors il l'a frappé, à cause de ça, il a dû s'enfuir. Il a été condamné à mort, il a dû s'enfuir en Midian, et toute l'histoire a commencé. Maintenant, moi j'ai une autre lecture, qui n'engage que moi, au pire j'ai raison, une lecture moussarite de ce passage. Donc on va essayer de le faire ensemble. En vérité, c'est des choses qui sont déjà écrites un peu partout, mais moi je les ai fait rentrer dans le pasouk. Pas forcément à coup de marteau, mais ça peut se lire. Que ici, en vérité, on parle de l'homme qui est en discussion avec lui-même. Et quand c'est marqué Vaï Bayami Ma'em, ce fut dans ces jours-là, on sait que le zman, le mot zman, il veut dire le temps, mais zman c'est aussi mezouman. Mezouman, ça veut dire préparé pour, adapté à. Et que chaque zman, il est mezouman, chaque temps, il est préparé pour quelque chose. Et que les choses, elles arrivent au bon moment. Souvent, des gens ils me disent « Ah, c'est dommage que j'ai pas entendu ça plus tôt, j'aurais évité de divorcer. » Je dis en vérité, on entend les choses au jour où on doit les entendre. Ouais. Après, la question, c'est est-ce qu'on saisit l'opportunité ou non? Mais on ne peut pas passer la moitié de sa vie à dire « J'attends le bon moment » et quand il arrive, dire « Oh, c'est dommage, c'est trop tard. » Alors, c'est quand le bon moment? Donc, en vérité, « Vaïi Bayami Ma'em », c'est la Torah, elle nous met en situation que maintenant, il va se passer quelque chose dans la vie d'un homme. Et chacun, à un moment, vous pouvez fermer la porte, ça ne me dérange pas du tout. Chacun, à un moment ou à un autre, il attend cette situation, et la situation, elle arrive. Mais ici, encore une fois, si on a un regard moussari, d'accord, que l'homme, que Moshe, il représente l'homme, et quand c'est marqué Vaï Bayami Ma'em, ça veut dire que l'homme, à un moment ou à un autre, il va rencontrer des circonstances qui va faire qu'il va commencer à devenir la personne qu'il est censé devenir. C'est pour ça que c'est marqué, juste après, Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Donc on avait bien compris qu'un homme, il grandit. Mais c'est quoi Vaïgdal? C'est Gadol. C'est quoi Gadol dans le langage des Chachamim? Parce qu'on dit Katan enbo da'at aval Gadol omed al gabav. Le Katan, l'enfant, n'a pas de da'at. Oui, il n'a pas de conscience, il n'a pas de maturité. Aval Gadol omed al gabav. En vérité, c'est une loi dans les Gittin. Si on demande à un enfant d'écrire un guet, il ne peut pas l'écrire. Pourquoi? Parce qu'il peut pas comprendre qu'un papier, il va séparer un homme et une femme mariés. D'accord? Donc il n'a pas le da'at, il n'a pas la conscience du pouvoir du guet. Mais il est conscient qu'il est en train d'écrire. Donc il peut écrire. Donc si un gadol, un adulte qui lui dit écrit un guimel, un resh, ouais, il écrit. On lui dit écrit un resh, un vav, un bet, un kouf, un hey. Il a écrit Rivka. Il sait qu'il a écrit Rivka. Mais il ne sait pas que ce mot Rivka, sur ce papier, il veut dire que Madame Rivka va divorcer. Maintenant, pourquoi? Parce que en bodaat, katan en bodaat, aval, shalom aleichem. Aval gadol omed al gabav. Mais un adulte se tient au-dessus de lui. Donc dans cette logique-là, c'est quoi? Ici, les Chachamim, ils ont dit un enseignement évidemment de l'halakha, qu'un katan qui n'est pas apte à écrire un guet, s'il y a un adulte avec lui, alors à ce moment-là, l'enfant, il va écrire sous la dictée de l'adulte, et le guet est valable. Pourquoi? Parce qu'on a le da'at, on a la conscience, on a la maturité du gadol, qui lui va jouer ce rôle au-dessus du katan. Mais ici, on a donné aussi une définition. Qu'est-ce que c'est gadol? C'est yesh bo da'at. Qu'est-ce que c'est katan? En bo da'at. Oui, puisque katan en bo da'at. Non, ce qui est intéressant, c'est quand on dit que katan, c'est celui qui n'a pas de da'at, et gadol, c'est celui qui a le da'at, on n'a pas précisé l'âge. Vous me suivez ou là? Donc si on trouve un gadol de 40 ans qui n'a pas le da'at, ça s'appelle un katan. D'ailleurs, lui-même, il se surprend à se conduire comme un enfant.
Mais comment j'ai pu faire une chose pareille, mais j'ai pas réfléchi, mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai été pris par la colère, j'ai été pris par le stress, j'ai été pris par la peur. Tu as fait on dit en français, tu as fait l'enfant. Oui, et encore une fois, l'enfant, c'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. Et la maturité, dans le langage des Chachamim, elle s'appelle le da'at. Donc ça veut dire que, comme on avait expliqué ici déjà, je me rappelle, mais bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit, que le mot da'at, c'est un mot bizarre. Parce que le mot da'at, c'est la même racine que la da'at, savoir, donc qui correspond en fait à la connaissance. Mais la connaissance de la Torah, elle n'a pas une valeur seulement au niveau de la culture. Elle a surtout une valeur au niveau du vécu. Ça veut dire que la connaissance doit être vécue. Maintenant, la connaissance vécue, ça s'appelle, par exemple, l'ilmod almenat la'asot, étudier pour accomplir. Alibad ilcheta, selon la loi. Il faut un limoud chez Eshbo Yirat Shamaim, qui a dedans la crainte du ciel. Ça s'appelle en français une connaissance vécue. Oui. Donc le da'at, c'est vrai que c'est la connaissance, mais c'est la connaissance vécue. Maintenant, la connaissance hypothétique, potentielle, intéressante, intellectuelle, interpellante, mais qui n'est pas vécue, n'a aucune valeur. C'est ça ce que les Grecs ont proposé au béni Israël. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Ouais, c'est justement parce qu'on a renoncé à la culture pour la Torah. Comme d'autres, ils peuvent renoncer à la Torah pour la culture. Mais la culture, automatiquement, elle peut te rabaisser à un niveau très bas. Ça s'appelle l'agriculture. C'est très très bas. Ouais, c'est le niveau de la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle Amaretz, parce qu'il est au niveau de la terre. Ouais, et il peut le voir, parce que si vous marchez sur une pelouse et que ça vous gratte sous les bras, c'est que vous êtes vraiment petit. C'est pas grave. Donc cette idée-là, où une personne, encore une fois, la da'at, c'est la connaissance vécue. Mais da'at, on sait que c'est aussi la conscience. Oui. La conscience, c'est quoi? C'est l'arc électrique établi entre moi et la réalité. Quand je suis conscient d'une réalité, on appelle ça le da'at. Le da'at, c'est aussi la volonté. On voit là-bas dans Melechet Marchevet, dans Shabbat, le Rav Chaim, il explique qu'est-ce que c'est là-bas, le da'at, dans le Melechet Marchevet de Machashava, c'est le fait que la personne, elle ait la volonté de le faire. Maintenant, comment le mot da'at, il peut vouloir dire volonté, conscience et connaissance vécue. C'est compliqué les trois en même temps, puisqu'à priori, c'est trois domaines différents. On pourrait parler 5 heures sur chacune. Oui. Alors, c'est quoi l'idée? En résumé du résumé, parce que vous êtes des esprits rapides, ouais. C'est qu'en fait, le da'at, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Ça va? Mais attention, il faut les 3 conditions en même temps. Donc il y a des gens qui vont vivre leur connaissance, mais sans conscience. Ils sont à côté de la plaque, dans les vapes, ouais. Mais ils ont la volonté. Il y en a qui ont la volonté et la conscience, mais qui n'ont pas la connaissance. Ça s'appelle l'ignorant. Il y a des gens qui ont la conscience et la connaissance, mais pas la volonté. Ça s'appelle des paresseux. Il faut que les 3 soient réunis en même temps. Parce que manque de connaissance, c'est une grave maladie qui s'appelle si j'avais su. Manque de volonté, c'est que je n'ai pas la motivation, ouais. Et manque de conscience, ah ben j'avais la tête ailleurs, j'ai perdu l'esprit, je ne me rendais pas compte de l'importance, de la gravité. Donc les 3 sont des chisronotes de da'at. Donc le da'at, c'est les 3 en même temps. Je répète, c'est une définition benchetrital. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vous laisse les 8 prochaines années pour essayer de la contredire. Oui. C'est que le da'at, c'est de vivre. Vous pouvez, il y a Pirkei Kinyan Da'at du Rav Wolbe. Vous pouvez étudier, il y a tout un livre sur le da'at. Ouais. Je vous donne un résumé, parce que je ne sais pas si vous avez 7-8 ans pour l'étudier. Mais le résumé, c'est ça. C'est que quelqu'un, quand on dit qu'il est bar da'at, ça veut dire qu'il vit sa connaissance. Encore une fois, on peut être un érudit, on peut connaître tout le chasse. Ouais, mais si on n'arrive pas à vivre cette connaissance, parce qu'on est éloigné, donc ça veut dire qu'on n'a pas intégré. C'est ça que c'est marqué Vayadarta Ayom Vaashevota El Levavecha. Cette connaissance, tu dois l'avoir, mais ensuite, il faut qu'elle revienne à ton cœur. Et quand elle est dans ton cœur, ouais, alors là, elle peut rentrer dans la réalité. Parce que tu ne peux être que ce que tu es devenu, tu ne peux devenir que ce que tu as intégré, tu ne peux intégrer que ce que tu as compris, et tu ne peux comprendre que ce que tu sais.
Donc, on va passer des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Ensuite, à comprendre ce qu'on sait. Moi, les gens, ils me disent souvent, mais Rav, vous n'êtes pas fatigué depuis 30 ans, vous répétez. Je dis, c'est vrai, mais je comprends de mieux en mieux ce que je dis. Non, ça a l'air comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que comprendre, en français, ça s'écrit avec un M, c'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement le sens, d'accord? Donc, c'est comme prendre. Et comme prendre, c'est quoi? C'est saisir. Et saisir, il dit le Maharal de Prague, parce que la connaissance, c'est de faire corps avec ton savoir. Tant que tu ne fais pas corps avec ton savoir, donc il y a toi et ta connaissance, c'est dangereux. Ça fait des gens dangereux. Mais ils ont une barbe, ils ont un frac, ils ont un chapeau, mais ils sont dangereux. Parce qu'ils ont la connaissance d'un côté, leur personnalité de l'autre. Les midotes d'un côté, la connaissance de l'autre. Talmid Chacham, celui qui a intégré, qui est devenu sa Torah. C'est ça qu'il s'appelle Torah d'Ilé, c'est sa Torah à lui. Sinon, il est dangereux. Tu dis, mais je ne comprends pas, il est Dayan. Et alors? On peut apprendre. Mais si quelqu'un n'a pas développé l'Aïrat Shamaim, il n'a pas développé les Midot, il n'a pas développé la cohérence, ça a l'air facile, mais c'est très compliqué. Ouais. Parce que quand tu augmentes ton niveau de connaissance, il faut que tu augmentes ton niveau de cohérence. Donc, tu ne vas pas me faire un cours sur la colère et après je te vois te mettre en colère. Tu me fais un cours sur la Gashmiout, après je te vois acheter une voiture à 145 000 euros. Je dis, Timo, c'est pour la sécurité. Mais quand même une Lamborghini pour aller au Chio. Ouais. Bon, je donne des exemples exagérés. Mais chacun autour de lui, il a ce qu'il faut pour... Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, en vérité, cette logique d'acquérir le da'at, c'est pour ça que les chachamim ils disent que afilut talmid chacham she'en bo da'at nevela tova imeno, même si c'est un érudit et qu'il n'a pas de da'at. Et toi tu dis mais c'est pas possible, mais comment c'est possible, le gars il était major promotion à Mir, il était connu à Pogno, ouais. Et maintenant il pense qu'au pognon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a rajouté une lettre, pas beaucoup, hein. Ouais. Mais l'idée c'est ça, c'est que la personne, c'est pas forcément parce qu'elle a la Torah qu'elle a de da'at. Par contre, le contraire. Tu ne peux pas trouver le vrai da'at s'il n'y a pas de Torah. C'est pour ça qu'on va voir des Gdolim. Parce que les Gdolim, ils ont da'at Torah. C'est quoi le da'at Torah? À force d'étudier, sincèrement, les Shem Shamaim, ouais, puisque la Torah, c'est le da'at Eloki, et que eux, ils ont toute leur vie dans la Torah. Donc maintenant, ils ont un da'at Torah Eloki. Même pour le chol, même si tu vas leur dire, qu'est-ce que je fais, je vends la maison, il va avoir une inspiration. Tu dis, mais quel rapport avec le Tosfot? Aucun rapport avec le Tosfot. Mais comme ils ont été Mekadesh et Tatzmam, ils se sont sanctifiés, ils se sont purifiés, ils se sont élevés, ils se sont consacrés entièrement, du coup, leur da'at, il est passé d'un da'at de chol à un da'at de Torah. Toujours, je donne le même exemple avec le Rav Elchanan Wasserman, qui était un érudit extraordinaire. Il passait sa vie à étudier la Torah. Mais il recevait aussi des gens. Mais lui, il avait toujours sa Gemara devant lui. Et quand quelqu'un venait lui poser une question, il écoutait la question, il a étudié un peu la Gemara et il répondait à la personne. Un jour, il y en a, il lui a demandé, j'ai pas compris, pourquoi vous avez besoin d'étudier à chaque fois? Mais le sujet n'a aucun rapport. Moi, je vous pose une question de Issour Véter et vous regardez Baba Kama. Il dit, oui, ça n'a rien à voir. Après, il dit, mais pourquoi des fois vous restez 5 minutes à étudier avant de répondre et une fois vous restez 1 heure? Il écoutait la réponse de Rav Elchanan Wasserman, qui était un génie, un géant de la Torah. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que moi, pour répondre, je ne vais pas répondre seulement avec mon cerveau, ouais, ou mon expérience. Je vais répondre avec une inspiration. Cette inspiration divine, elle vient de la Siyata d'Ishmaïa, de l'étude de la Torah. Maintenant, il a dit, donc c'est pour ça que d'abord j'étudie, et après je réponds. Ça va? Il a dit, pourquoi je reste des fois 5 minutes? Il dit, parce qu'il y a des questions qui ont besoin 5 minutes de Siyata d'Ishmaïa, pas 5 minutes de réflexion. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Par contre, il y a des questions graves, compliquées. Les gens disent, je divorce ou je reste avec elle. C'est dur. Qu'est-ce que je fais que cet enfant, il détruit la famille, je le fous dehors? C'est des questions lourdes. Ouais. On va aller à l'IA, on reste ici. Quel protocole on fait? On fait cette chimio? On fait un changement de moelle épinière? Des questions comme ça. Il faut une siyata d'Ishmaïa. Donc il a dit, pour certaines questions, j'ai besoin d'1 heure.
Mais en vérité, c'est quoi? C'est le srout de 1 heure de Torah de Rav Elchanan Wasserman qui va donner un niveau d'inspiration dans son Da'at Torah pour donner la réponse que cette personne, elle doit écouter. Voilà. Donc, vous voyez que ça dépasse largement l'intelligence, la capacité cognitive, la mémoire, la réflexion. C'est loin devant. C'est de la Torah, c'est un autre niveau. Parce que sinon, c'est Chokhmah. Et Chokhmah et Torah, ça n'a rien à voir. Chokhmah bagoïm ta'amin. Ouais, Torah bagoïm al ta'amin. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la Torah une Chokhmah. C'est dommage. Parce qu'elle perd son caractère Torah, qui est spécifique Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de faire du coaching alpi Torah, de la thérapie alpi Torah. Mais dis que tu fais du coaching. Comme tu fais pas de la cuisine alpi Torah. Tu vois que le mécanicien, il dit, attends, j'ai besoin d'un yichou des Shemot pour régler ton carburateur. Tu dis, non, c'est un carburateur. Donc là, tu dois régler un problème de nerfs, un problème de mensonge, un problème de... Bon, ça, tu peux faire dans des midotes, dans du coaching. Mais s'il faut une siyata d'Ishmaïa, ça ne marche pas. C'est un autre niveau. C'est un autre travail. C'est pour ça que cette logique-là, où c'est marqué Vaïgdal, Moshe, et on a dit Gadol, c'est quoi? C'est Mishi et Shbo Da'at, et que le Da'at, c'est ces 3 facettes-là. Donc ça veut dire que Vaïgdal, il a grandi Moshe, c'est-à-dire quand l'homme, il sent qu'il grandit. Comme à un moment, tu sens que tu as grandi. Ouais. Tu sens que tu as pris de la valeur. Tu sens que tu as pris du recul. Tu sens que tu as pris de la maturité. Ouais. Avant, tu aurais dit non, j'ose pas, c'est honteux, ça se fait pas. Et là, tu dis, je vais le faire. Je suis capable. Je vais assumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Comme le gars, il est avraire. Bon, il a fait Dayanout. Mais après, il prend un poste. Maintenant, quand il prend un poste et qu'on commence à lui poser des vrais chez l'autre, là, il sent qu'il a pris un poids. Bon, c'est vrai ou non? C'est pareil, celui-là, il a fait une école de commerce, c'est sympathique, avec les prévisionnels, les calculs, il était major promotion. Maintenant, on lui dit, écoutez, monsieur, voilà, donc vous êtes chef d'entreprise, il y a 7 millions d'euros à réinvestir. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les employés, on augmente le parc immobilier, on augmente la gamme des produits. C'est là qu'il va savoir s'il est devenu ses études ou s'il est resté l'excroissance d'un cahier, d'un livre. Donc, il est devenu. Ouais. Et ça s'appelle la maturité. Donc, Vaïgdal Moshe, ici, encore une fois, parce que j'ai dit que c'est une lecture moussarite. Oui. Donc, on ne parle pas que de Moshe, on parle de tous les hommes en général. Qu'un homme, à un moment, il sent qu'il atteint ce niveau de Gadol. Maintenant, le problème, c'est que le niveau de Gadol n'est pas éternel. Ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. La vie, c'est une série de diapositives. Ça veut dire que chaque fois, il y a un nouveau Nisayon, il y a une nouvelle journée, il y a une nouvelle épreuve, il y a une nouvelle situation. Dans la Kabbalah, ça s'appelle un nitzut, une étincelle qui se présente. Ouais. Et là, je dois répondre comme un adulte ou non. Ça veut dire que chaque jour, il va falloir trouver le niveau de maturité nécessaire pour cette situation. Ouais. Moi, je pourrais dire, bon, ça y est, grâce à Dieu, ça fait 20 ans de mariage. Non. 21 ans de mariage, une autre épreuve. Bon, ça va, j'ai géré déjà l'aîné. Le deuxième, ça va aller. Non, une autre question, une autre approche, une autre problématique. Maintenant, si vous croyez en Dieu, oui, on a déjà expliqué 1 million de fois que la croyance, c'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, de se couvrir la tête. C'est évident, puisque, comme on est juif, déjà à 8 jours, notre Père a coupé court à la discussion. D'accord? En fait, d'être l'aïmouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Donc tout le temps que je vais perdre à dire c'est trop dur, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, où il était quand j'ai besoin de lui, c'est trop, vous la connaissez pas, c'est elle qui est folle, c'est elle qui est fou, les enfants c'est trop dur, la parnassa c'est pas ça, tout ce baratin là, ça sert à rien. Parce que, encore une fois, c'est un problème d'Emouna, d'accepter que la réalité, elle est adaptée. Même Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Mais, attention, nuance très importante, le fait que j'ai la Emouna, que cette réalité est adaptée à moi, ne veut pas dire que moi, je suis adapté à la réalité. Est-ce que vous sentez la nuance? Ça sent très fort. Ouais.
Comprenez ce que je dis ou non? Parce qu'en fin de compte, toute la avoda de l'homme, ça va être justement de s'adapter. Bah oui, parce que le niveau, il est là et moi, je suis là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Il ne peut pas m'envoyer un truc comme ça. Non, en fait, il m'envoie un truc comme ça et moi, je suis là. Maintenant, pourquoi c'est là et moi, je suis là? Parce que c'est la seule manière de grandir. Ça s'appelle un Nisayon, ça s'appelle un challenge, ça s'appelle un défi, ça s'appelle un décapsuleur de potentiel. Appelle-le comme tu veux. Mais il va falloir faire l'effort de passer de là à là. Parce que c'est quoi l'effort? Les gens, ils croient l'effort, les efforts, encore des efforts, faire des efforts. Détends-toi. Reprends Prozac. Non. L'effort, c'est d'être vivant. Parce que la vie, c'est des efforts. Mais essayez d'enlever le côté anxiogène, ouais, de l'effort, le côté angoissant et négatif et péjoratif de l'effort. C'est normal. Par exemple, des fois, tu dis aux gens, vous savez, il faut sourire. Ah, encore des efforts, mais meurs. Enfin, je veux dire, réfléchis. Quoi, ça te fait mal. Oh, j'ai peur de me faire un claquage facial. Tu souris, c'est tout, tu souris. Ouais, je te parle, écoute. C'est un effort de se concentrer, c'est un effort de travailler, c'est un effort d'aller à la prière. Mais tu es juif, non? C'est un effort de mettre les tefilines. Oh, vous savez, Rav, je les mets pour vous. Mais mets-les ici. C'est quoi? Mais quoi, c'est un effort de vivre? C'est pas un effort, c'est normal. Ouais. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Adam les Hamal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Maintenant, les gens, encore une fois, comme ils ont mis cette connotation angoissante à l'effort, du coup, tous les matins, ça s'appelle le chemin de la Magen David. C'est des gens qui partent avec une Magen David. Tu les vois partir avec leur main comme ça. Ils prennent le RER, ils vont au travail, il faut travailler, supporter un patron. Mais le patron, il te nourrit. Le travail, il te fait évoluer. Grâce à ça, ben, tu as un moral, tu as des projets. Donc, c'est un moral d'être heureux. C'est un effort. J'arrive pas à comprendre. Ok, on te dit, il faut faire des efforts dans la Torah. Ok, mais d'un autre côté, tu vois bien que quand tu fais pas d'efforts, tu comprends rien. Donc, c'est normal de faire l'effort. Après, tu dis, le Malbim, il dit que Amélim Batora, c'est pour que la Torah, elle rentre chez toi. Donc, si tu vois que tu as fait 5 ans de yeshiva et tu as encore des questions sur l'existence de Dieu, c'est que la Torah n'a pas pénétré. Pourquoi? Parce qu'il manque le Ramal. Tu dis, mais j'étais tous les jours au Seder. Mais le radiateur aussi. Demande-lui une question d'Emouna. Ouais. Ah, ça va chauffer. C'est normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ramal, en fin de compte, ouais, c'est la démarche normale qui te fait passer de ce niveau-là à ce niveau-là. Facile. C'est ça que ça s'appelle l'effort. D'ailleurs, comment ça s'écrit l'effort? Ouais. L apostrophe E-S F-O-R-T. L'effort. L apostrophe E-S F-O-R-T. Oui, l'effort. Pourquoi? Parce que devant la situation où tu l'es fort, où tu l'es pas. Bon, qu'est-ce que vous faites de la douleur? Les cas particuliers, c'est 20 000 euros. Laissez-moi travailler. Si vous voulez, on se voit après, mais je ne sais pas si vous aurez les moyens d'assumer. Alors, enfin, je voulais dire les cours particuliers, mais à ce niveau-là, ça devient des cas particuliers. Bon, alors, parce que là, j'ai rien, j'ai une feuille soi-disant, c'est juste un truc mémotechnique, mais en vérité, je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas de quoi je vais parler. C'est l'inspiration. Alors, donc, inspirez très fort, parce que ça va expirer. La logique, encore une fois, c'est que l'effort, c'est effort. Donc, en fait, effort, ça veut dire sois fort. C'est bon? Maintenant, l'effort n'est pas un effort pour celui qui est fort. Le cheval, il est très fort. Ouais, un percheron, je donne toujours le même exemple, facile à comprendre. Le percheron, c'est une race de cheval extrêmement puissant. On s'en servait pour tirer les locomotives en panne, pour tirer les péniches. C'est une puissance incroyable. C'est-à-dire que quand toi, avec tes 80 kilos, tu montes dessus, il croit qu'il y a une mouche qui s'est posée. Donc quand tu es très fort, ouais, il n'y a pas d'effort puisque tu es fort. Alors vous allez dire, oui, mais si c'est l'effort qui rend fort avant d'être fort, je ne suis pas fort. Si je ne suis pas fort, je dois faire l'effort. Mais si c'est l'effort qui rend fort, quel effort j'ai fait pour être fort? Le secret, il est simple. C'est que d'abord, tu es fort moralement avant d'être fort réellement.
Donc tu es chargé, on t'a éduqué, tu aimes la vie, tes parents ils t'aiment, tu as la foi en Dieu, tu crois en toi, tu as confiance en toi, tu es déjà fort. Et ce fort-là, potentiel, il fait l'effort. Et l'effort, il fait que tu transformes un potentiel en réel. Et là, tu deviens concrètement fort. C'est pour ça que fort, en hébreu, c'est gibor. Et gibor, c'est la racine de gever. Et gever, c'est adulte. Donc en fait, Adam tsarich le'id gaber, ça veut dire Adam tsarich liot gever. Est-ce que tu vas être un adulte dans la situation ou tu vas être un enfant? Maintenant, si tu vas te défiler quand on te pose une sheila, ou que tu mens quand on te met en responsabilité, ou que tu fais un transfert de culpabilité quand on te demande quelle est ta part de responsabilité, tu fais l'enfant. Ah, 45 ans, 6 enfants, Rav. Ça ne change rien. C'est pour ça qu'ils ont dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Quel homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Or, le Yetzer Hara, au-delà du fait que c'est l'agent de la Touma, que c'est l'agent de l'antique Edusha, c'est surtout l'agent de l'empêchement de grandir. Parce que le Yetzer Hara, il te propose d'exister à ta place. La preuve toi-même, quand tu écoutes ton Yetzer Hara, tu dis « c'était plus fort que moi ». Intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi, qui te fait faire à toi des choses que tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Alors, ok, tu ne veux pas faire teshuva, je peux comprendre, mais il faut que tu consultes. Bah oui, parce que là, tu es déjà schizophrène. T'as compris ou non? Maintenant, ce travail-là, de la prise de conscience que je dois grandir, ouais, ça c'est Vaïgdal Moshe. Vous me suivez? Et ça revient par une dynamique qui s'appelle le kavod. Parce que le kavod, en résumé de résumé, pour les gens qui connaissent mes cours, c'est le droit d'exister. Quand tu fais du kavod à quelqu'un, tu lui donnes le droit d'exister. Quand tu fais kavod à tes parents, tu leur donnes le droit d'exister. C'est-à-dire que dans le rapport de coexistence que tu as avec tes parents, tu leur donnes la priorité existentielle. Maintenant, eux, bien que toi aussi, tu as envie d'exister, parce que moi aussi, j'ai mon mot à dire, moi aussi, j'ai ma voix, moi aussi, j'ai mes choix. Ok, mais là, pour l'instant, tu es avec tes parents. Et comme tu viens d'eux, tu as tout intérêt à savoir qui ils sont, parce qu'en sachant qui ils sont, tu sais d'où tu viens. Et quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. C'est-à-dire que le Kibbutz Avaim t'a fait économiser 20 ans de thérapie. Parce que tu vas aller chercher un inconnu qui va essayer de t'expliquer en sondant tes comportements qui tu es vraiment, alors que pour savoir qui tu es, il suffit de voir d'où tu viens. Maintenant, pour savoir d'où tu viens, tu dois laisser exister tes parents. C'est ça le respect des parents. Maintenant, quand tu les respectes, ils sont eux-mêmes. Quand ils sont eux-mêmes, tu vois d'où tu viens. Ah, maintenant, l'autre, il ment, l'autre, il met la pression. L'autre, au contraire, il est chnin, il est gentil. L'autre, il est vrai. L'autre, il est travailleur. L'autre, il est glandeur. Tout ça, c'est des choses que tu apprends de là d'où tu viens. Donc, en fait, tu vas faire ton portrait robot par effet miroir de ce que tu perçois chez tes parents. Une partie chez ton père, une partie chez ta mère. Et toi, tu as a priori le mélange des deux. Ça va? Donc, tu vois que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Dans le couple, c'est encore plus fort. Ouais. Leolam ichabed adam ishto banav yoter migufo. Toujours un homme doit respecter sa femme et ses enfants plus que lui, plus que son propre corps. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un potentiel. En la respectant, tu fais exister son potentiel. Elle, en te respectant, elle te fait exister. Or, le moteur de l'existence, c'est la volonté. C'est bon? Donc, faire exister, c'est libérer l'espace de réalisation de la volonté de l'autre. Vous me dites si ça va trop vite. Ouais, c'est ça le respect. C'est libérer l'espace dans lequel la volonté de l'autre va pouvoir se réaliser. Donc maintenant, et qu'est-ce qu'il dit donc le moteur de l'existence, c'est la volonté. Et le Maharal, il dit que Avaz et Shaviut Taretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Donc moi, quand je te fais exister, toi tu me fais exister, les deux, on va exister. Or, quand les deux existent, ça s'appelle en français la coexistence. Maintenant, quand je te fais pas le kavod, je t'empêche d'exister. Je te casse, je te fracasse, je te parle mal, je te déconsidère, je te méprise. Automatiquement, tu n'existes pas. Après, je dis oui, on n'arrive pas à coexister. Mais comment je vais coexister avec quelqu'un qui n'existe pas, surtout si c'est moi qui suis à l'origine de l'empêchement d'existence.
Donc je vais respecter mes enfants. Je vais respecter le Rav. Je vais respecter mes élèves. Parce que c'est les élèves qui nous font grandir. Mitalmida yoter mirabotai. Ok, tu as eu des grands maîtres. Kolakavod. Mais après, tu as quitté les yeshivas. Tu es devenu un magichur. Mais c'est grâce aux élèves que tu es devenu un grand. Rav Ezrachi. Rav Ondecha Ezrachi. On lui a demandé comment vous êtes devenu Rav Ezrachi. Il a dit grâce aux élèves. Il a dit, Mamar Beret, j'avais mon petit cahier du Kollel où j'avais écrit les Chabourot et les Bachorim. Tous les jours. Tu sais ce que c'est de se confronter à 400 Bachorim qui veulent te manger la tête. Donc tu es obligé de bosser comme un fou. Donc il a travaillé. Comme Rav Rosenberg, il avait dit je remercie, toujours je me rappelle au Sioum du Chasse, il disait je remercie le Rav Frankfurter qui m'a donné l'occasion de travailler. Donc en fait il faut remercier les gens qui te font travailler. Donc en fait les gens qui te donnent à faire des efforts. Or l'effort, encore une fois, c'est l'énergie que je dégage pour grandir. Comment ça s'appelle en français? L'expression de la volonté. Donc l'autre, quand il me fait exister, par son kavod, il me permet de faire l'effort. Comme vous êtes là, vous attendez quelque chose. Ouais. Donc moi, ça m'oblige à faire un effort. Mais moi, je suis plus gagnant que vous. Parce que même moi, j'entends des chidushim que je ne connaissais pas. Vous me suivez ou non? Parce que si on vient pour répéter, au bout d'un moment, ça va devenir irrespirable. C'est pas grave. Alors, donc, il dit cette logique-là, il y a un temps de réaction quand même. Hein. Ça doit être la fatigue. Alors, donc en fait, il dit le Rav Yerucham Halevi, le mot kavod, il vient du mot kaved. Et kaved, c'est lourd. Maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose de sérieux, quand quelqu'un prend une responsabilité, quand quelqu'un finalise un choix, il sent une kvedout. Oui. Par contre, le contraire, même en français, quand on dit, vous connaissez le petit là? Oui, mais franchement, pour tenir le magasin, il est un peu léger. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un bon avraire. Il pourrait être Magichur. Non, pas encore. Peut-être il va être Meshiv pour l'instant, il va répondre. Mais Magichur, non. Pourquoi il est trop léger? C'est quoi trop léger? C'est-à-dire, si on le met sur une balance, il pèse pas lourd. Et le contraire, tu connais ce médecin? Oui, c'est du lourd. Donc tu penses qu'il est obèse. Non, c'est du lourd. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'il fait des opérations du cerveau. Il est vraiment dans son domaine, il est très très fort. Alors comment quelqu'un il devient lourd au niveau chashivut, importance, ou quelqu'un il reste léger? C'est marqué dans le passouk. Vayarasku ba'evel vayahavlu. Ils se sont occupés de choses vaines. Ils sont devenus légers. Donc vous avez compris que quand on est dans la vanité, quand on est dans la dérision, quand on est dans la lourdeur, quand on est dans les bêtises, ouais, eh ben on devient de plus en plus léger. Quand on est dans les choses importantes, quand on est dans la responsabilité, quand on est dans la concentration, on devient de plus en plus lourd. Et ça, encore une fois, on le sent. Donc quelqu'un qui est mechoubad, ouais, c'est pas parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'il marche avec une démarche. Non, il est mechoubad parce qu'il contient ce qu'il est devenu. C'est comme ça. Ouais. Quand tu vois un grand rave, avant qu'il parle, déjà tu sens qu'il y a quelqu'un là. Tu sens qu'il y a quelqu'un. Et des fois tu vois, on dit, tu sais, c'est un grand patron, tu sens rien. Il maîtrise pas son truc, il est un peu léger, il est un peu opportuniste, mais il est pas, il a fait, mais il n'est pas devenu. Donc il n'a pas atteint ce niveau de mechoubad. Et mechoubad, c'est en français, c'est admirable. Mais une personne qui est admirable, avant d'être admirable, elle est respectable. Et Raoudon Kolo, le respect, c'est le droit d'exister. Donc quand je vais respecter quelqu'un, la personne va exister. En existant, elle va évoluer. En évoluant, elle va devenir admirable. Ça va? Donc ici, c'est marqué que la personne, elle sent qu'elle devient gadol. C'est pour ça qu'elle réfléchit avant de parler. Elle n'est pas prise par ses pulsions. Elle n'a pas la tentation de mentir pour se débarrasser du problème. Elle n'est pas dans une carapace
de dureté ou dans une crise de souffrance. Il y a des gens comme ça. En psychologie, ça s'appelle des GG. C'est-à-dire des grandes gueules. Ouais. Là, ils crient comme ça. Après, tu les pousses à bout, d'un seul coup, ils se mettent à pleurer. Tu vois, tu pousses à bout, je peux pas. Mais je comprends pas. Je crois qu'il faut voir le mensch. Alors qu'en vérité, c'est le flench. C'est-à-dire, c'est un yaourt. Quand tu le retournes, il s'étale. Ouais. Il n'y a pas la personne. Tu dis, où elle est, où elle est, où elle est. Ouais. Où sont les midotes, où sont les kinyanim, où est le recul. Ouais, tu vois, le gars, il est en train de se prendre la tête avec son fils de 14 ans. Mais je comprends pas, vous avez le même âge. Oui, mais il me manque de respect. Il faut voir comment il me parle, il me regarde de haut. Mais comment il te regarde de haut, il fait 1m20 ? C'est qu'en fait, tu viens de découvrir que tu as le même âge que lui. Eh bien oui, parce que vous avez compris maintenant, le gadol, c'est pas l'âge physique, c'est l'âge mental. C'est ça quand les gens m'appellent, j'ai triste, mon mari, nanana, ma femme, j'ai dit, écoutez, je vous pose une question. Avant qu'on commence à délirer. Ouais. Quel âge il a ? On me dit, enfin, je vous ai dit qu'il a 41 ans. Ou des fois, je demande à la personne, quel âge vous m'avez dit ? Vous avez 16 ans ? Non, j'ai 38. 38 ans ? Non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un comportement pareil à 38 ans. Mais non, ça veut dire que ça fait 22 ans que vous êtes dans le coma. C'est pas possible. Ça fait 21 ans que vous n'avez pas été à l'école. On ne peut pas arriver au bac avec un niveau de CM2. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pendant ce temps-là. On ne peut pas avoir 10 ans de mariage et avoir un niveau de solidarité 0. Les gens ils disent, vous la connaissez pas. Elle est spéciale. Elle est influencée par sa mère. Lui, il écoute que ses parents. Je dis, écoutez. Déjà, de penser que tout est à cause de la fausse de l'autre, déjà, c'est un niveau d'immaturité extraordinaire. Parce que Raoudon Kolo, ça repose la question de la Emouna. Ouais. Et la Emouna, c'est que je suis concerné par la réalité qui est en face de moi. Maintenant, concerné, ça peut être mal vécu, c'est vrai. Pour les gens qui le divisent en 2 mots. Mais sinon, ça peut être un challenge d'évolution. Donc, ça va être ça le problème. Est-ce que la vie, c'est une opportunité ou est-ce que la vie, c'est une épreuve ? Maintenant, l'épreuve, ça peut être aussi une opportunité de légitimer le fait que tu t'es planté. Donc, je vais vous dire un petit ridouche qui n'est pas dans votre forfait, mais c'est pas grave. Ça aussi, j'ai trouvé tout seul, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Là, le Rav devant nous, au pire, il me met du scotch sur la bouche. Vous savez, c'est marqué dans la Torah. Natati lefanecha et achaim ve'etamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, nous, on traduit la vie et la mort. Mais en vérité, c'est quoi la vie et la mort ? C'est que dans toutes les situations, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté. Ouais. Dans une école, il y a des qualités, il y a des défauts. Chez ce monsieur-là, il y a du bien et du mal. Même quand vous êtes marié, le maire, il a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord ? Donc, en fait, c'est un global. Maintenant, dans le global, il y a du bon et du mauvais. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toutes les situations, il y a du bien et du mal. Comme il y a des difficultés et il y a des facilités. Et il y a des opportunités et il y a des pièges. Alors tu dis oui, mais c'est pas normal. Oui, mais ça s'appelle le libre arbitre. Donc le terrain du libre arbitre, c'est le fait d'avoir le choix. Et le choix, ça nécessite une certaine réalité qui s'appelle les 2 côtés. Maintenant, on arrive à un phénomène bizarre. Je donne toujours le même exemple. Je m'excuse pour les gens qui écoutent souvent mes cours, mais c'est pas grave. Au pire, on finit par comprendre. Les gens te disent, vous savez, Rav, je suis pas nerveux, mais quand on m'énerve, je m'énerve. Alors moi, je réponds toujours la même chose. Écoutez-moi bien. La vérité, de ne pas s'énerver quand on ne t'énerve pas, c'est normal. Donc tu vas me dire, donc si c'est normal de ne pas s'énerver quand on ne m'énerve pas, ça veut dire que c'est normal de s'énerver quand on m'énerve. C'est ça que vous voulez me dire ? Non. J'ai dit non. Puisque tu t'énerves parce qu'on t'énerve, mais l'énervement de l'autre, ouais, c'est justement la situation dans laquelle tu ne dois pas t'énerver. Non ? Ça va trop vite ? Je répète. C'est pas grave. Je vais attendre un peu, mais... Donc ça veut dire qu'il faut démarrer le cours en fait à 9h30. J'ai compris. Donc l'idée en fait, le cours est enregistré, d'accord ? Donc après je l'enverrai, ceux qui veulent le revoir ou le voir. C'est qu'en fait, dans une épreuve, il y a toujours une dimension qui me dérange. Par exemple, quand j'ai menti. Pourquoi j'ai menti ? Parce qu'il y avait une occasion de mentir. Mais quand il y avait l'occasion de mentir, il y avait l'occasion de dire la vérité. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui m'énervent. D'accord ?
il y a des situations qui sont énervantes. Et il y a des situations qui ne sont pas énervantes. Alors moi, je dis, tu sais pourquoi je me suis énervé? Parce que la situation était énervante. Je dis, mais justement, c'est quand la situation est énervante que tu vas pouvoir travailler ton problème de nerfs. Ça va? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a créé un système pour qu'on puisse grandir. Ouais. Et nous, on se sert du système pour légitimer nos échecs. C'est comme si le gars, il dit, je dis, mais vous êtes condamné pour vol. Je dis, mais comment, monsieur? Je rentre, j'ai faim. Et le vendeur, il tourne la tête. Alors, c'était pas une invitation? Quelque part, c'est pas Mina Shamaïm? Ou Mina Satanim? Ouais. Mais c'est ça la vie. La vie, il y a toujours le bien et le mal. Et toi, tu dois choisir entre le bien et le mal. Maintenant, quand toi, la Torah l'a dit, Natati lefanecha et achaim vetamavet, ou bacharta bachaim. Donc c'est là que je donne une lecture personnelle. Encore une fois, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Ouais. Nous, on traduit au bacharta bachaim, ça veut dire que tu as devant toi le bien et le mal, et tu vas vers le bien. Tu peux avoir tu peux avoir une attitude de gamin et de lourd et de Allah, et tu dis non, je choisis d'assumer, d'être mature et d'être dans le bien. C'est ça, ça s'appelle la vie, c'est ça être vivant. Ou alors tu fais le mort. Non, je ne changerai pas. Eh bien, je suis comme je suis. Voilà. Regarde, mon père n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? La vie, c'est de changer. Parce que la vie, c'est de s'adapter. La vie, c'est d'évoluer. La vie, c'est de grandir. C'est ça. Chez Yamim, t'as semé l'artecha. 6 jours, tu bouges. 6 jours, tu évolues. 6 jours, tu grandis. Oui, mais c'est pas toujours simple. Je sais, je comprends qu'en tant que planche de bois, de pin, tu es traumatisé par la lime qui s'approche. Parce que la lime, elle va te faire changer. Comment tu es devenue cette personne construite, plane, équilibrée, autonome, avec Hirat Shamaim et remplie de midot? Parce que la lime, elle est passée. Maintenant, tu l'appelles le moussard, le travail sur soi, la construction personnelle, le cheshbon hanefesh, les midot, appelle-le comme tu veux, mais il y a la lime. C'est grâce à ton mari, c'est grâce à ta femme, c'est grâce à tes enfants. Donc le bon Dieu, il va t'envoyer des millions de coups de lime. Si tu es une planche intelligente, tu dis je veux. Sinon, tu essaies d'esquiver. Hop, 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 hop. Et après, tu dis comment ça se fait que je peux être tellement nul? Blainara. Ben oui. C'est comme les gens qui me disent, mais écoutez, vous trouvez ça normal, 20 ans de mariage? Je dis, écoutez, moi, s'il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de construction de couple, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de remise en cause, il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de limoud, il n'y a rien. Je vous dis cette phrase extraordinaire. Je suis étonné des gens, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Non, c'est vrai. Les gens ils viennent chez moi, Ramed Chitrit, vous trouvez normal? 20 ans de mariage, aucune communication? Je dis, vous avez mis en place la communication? Non? Ben alors? Communication, communiquer, commun, comme un. Pas de commun, pas de communion, pas de compréhension, malentendu, fracture. Deux, shnaim, sonim, sin'a. A'ava echad, sin'a, shnaim. Voilà, t'as tout compris. Tu dis, oui, mais c'est pas évident, hein. Vous la connaissez pas. Mais t'as épousé ton tikkun. T'as pas compris encore. L'autre, il est là pour te faire grandir. Parce que mes avgim, la dame, les filles ma'asav, on te fait rencontrer selon tes actes. Et les actes, c'est quoi? C'est le relief de ta personne. Donc tu te plains de quoi? Que l'autre, elle te ressemble. Tu voulais mieux, il fallait changer avant. Tu aurais évolué. Maintenant, toi, tu as menti. Donc on va t'envoyer la menteuse de chez menteuse. Ou alors la fille qui ne mange jamais, tu vas mourir. Toi, tu étais tête en l'air, désorganisé. On t'envoie l'architecte, prof de maths, prof de physique. Tac, 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 tac. Tu dis, mais enfin, elle me flique, elle me court après, elle me stresse. Mais non, elle est naturelle. Mais en fait, tu es en train de rattraper les 22 ans de glandes que tu as fait à l'école. Donc tout ce que tu as refusé la limite, tu as épousé la limite. Mais si tu étais dans l'autonomie personnelle au niveau de la limite, on n'aurait pas été obligé de t'envoyer un policier. Je dis, mais c'est ça. Mais c'est dur ce que vous dites. Non, c'est vrai.
Et vrai, en hébreu, c'est émet. Et dans émet, il y a met. D'ailleurs, on le dit tu émet, tu es émet. Comment ça s'écrit? T-U-E-R, M-E-T. Ça veut dire que le émet, ça tue les gens qui le fuient. Mais ça donne une chayout, une vie aux gens qui le cherchent. Mais c'est pas seulement le émet, le contraire du shaker. Non, il faut grandir, les enfants. Ça y est, ça suffit la traduction. Rappelez-vous que Pshat et Tipesh, c'est les mêmes lettres. Il faut évoluer. Ouais. Non, Chakran, ouais, c'est pas menteur. C'est celui qui n'est pas adapté. Maintenant, comme il n'est pas adapté, il est obligé d'inventer un scénario pour légitimer le fait qu'il n'est pas adapté. Ça s'appelle le shaker. Emet, il est adapté. Emet, Aleph, même Tav. Aleph, c'est la plus petite lettre, c'est le potentiel. Tav, c'est la plus grande lettre. Tu dois passer du Aleph au Tav. Le Aleph, il est à l'intérieur, en toi, potentiel. Et il faut arriver au Tav, c'est-à-dire la réalisation personnelle à l'extérieur à 100%. Mais ça doit passer par le même. Parce que le même, c'est la lettre médiane. Ça va? Donc, tu es obligé de passer par l'équilibre. Si tu passes du Aleph au Tav comme ça, pas être un junkie, un drogué, aller 2 jours en Europe de l'Est et revenir un chassid, tu dis. Prends-moi 5 ans de limoud. Oui, c'est pareil. Le gars, il foutait rien, il n'aime pas l'étude de la Torah. Il rentre à l'Yeshiva, il devient matmid. Non, ça prend, parce qu'il faut qu'il expulse toute la flemme et toute la glande et toute la lourdeur et tout. Comme le drogué, il faut expulser tout ça. Quand tu fais du sport, pourquoi ça fait mal? Les courbatures, d'où viennent les courbatures? Elles viennent des toxines cumulées dans les muscles non utilisés. C'est pour ça que ça fait mal. Maintenant, travailler les muscles, ça fait des courbatures. Travailler les midotes, ça fait mal au ventre. Mais toi, dès que tu as mal au ventre, t'arrêtes. Bah oui, parce que tu es pris entre susceptibilité et orgueil. Donc, dès qu'il y a de la remise en cause, tu dis, ah, j'arrête. Ah, si c'est comme ça, je préfère ne pas faire d'effort. Eh bien, la prochaine fois que tu feras un effort, à nouveau, tu auras les courbatures. Donc, quand tu as un couple qui est tout courbaturé, les deux comme ça, ils sont wartlés. Tu dis, on part? Non. On fait un truc ensemble? Tu me saoules. On fait le 5e dans tes rêves. À demain, blin et d'air. Il y a un niveau de sclérose. Où elle est la souplesse? Où elle est l'adaptabilité? Où elle est la flexibilité existentielle? Où elle est le lekav zochrout? Où elle est la vision positive? Eh bien, ça ne vient pas tout seul. Les gens ils disent, mais enfin, on mange glad kasher. Oui, je sais. On va au mikveh tous les mois. Bien sûr. Tu peux même faire des infusions de mezuzot. Mais les midot, il faut les travailler. Arrêtez de rêver. Arrêtez. Tu vois, les gens, ils rêvent. Même avec des barbes comme ça, ils rêvent. Les midot, il faut les travailler. Il n'y a pas... Moi, je ne crois pas au miracle, la vérité. Dans les midot, il faut travailler. Ah, mais ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Gabriel, tu es en train d'éliminer les toxines de ta gahava, de ta psychorigidité, de ta tête dure, de ta spécialité en travail du cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie. D'accord? C'est pas grave, ouais. Donc ça fait mal, évidemment que ça fait mal. Prends le cuir. Tu as vu le cuir de la bête, comment il est? Il est dur. On le travaille, on le travaille, on le travaille. Regarde comment il est souple. Oh, t'as vu mon blouson, comment il est souple? Tu sais comment il était cette peau? Tu sais comment il était? Du bois. On l'a travaillé. Tu sais ce bachour, comment il était? Comme il était Allah. Comme il était lourd. Regarde-le maintenant. Tac, 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 rfif. Combien de tosfot, combien de ran, combien de révisions, combien de remises en cause, combien de prières pour arriver à cette souplesse. Hop. Il entend, il comprend, il réagit. Et la susceptibilité, éliminée. Et la bêtise, éliminée. Et la tête dure, éliminée. Et les complexes, éliminés. Combien de travail pour arriver à ces résultats? Alors que tu vois les gens, 40 ans, bourrés de complexes. Non, écoutez, moi, tu me parles. Non, tu me parles pas comme ça. Non, écoute, ça me fait de la peine. Écoute, non, écoute, tu sais quoi? Allez. Je préfère qu'on n'aborde pas le sujet. Lequel? Tous. Les gens, ils se braquent, ils se bloquent, ils se truquent. Je dis, mais la vie n'a même pas commencé. C'est
pour ça que les enfants, depuis qu'ils sont petits, va demander pardon à ton frère. Range ta chambre, fais tes devoirs. Ah, j'aimerais rentrer dans cette école. Ok, tu as été refusé. Va te battre avec le directeur. Écris une lettre de candidature. Va pleurer à la porte. Mais papa, c'est toi qui dois y aller. Non, non, c'est toi qui vas y aller. Oui, mais mes parents, ils veulent pas que j'aille au séminaire. Eh bien, c'est un challenge. Tu prépares un dossier, tu vas, tu parles à ton père. Oui, mais les gère bien, on sort pas de la maison. Ok. Eh bien, tu vas le convaincre. Parce que les parents, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils te sentent que tu es une gamine. Maintenant, si tu arrives à les convaincre, c'est parce que c'est nous à convaincre, convaincant. Maintenant, si tu n'arrives pas à les rassurer, ça veut dire que tu n'assures pas. Maintenant, toi, tu crois que c'est pour les rassurer, mais non, c'est pour atteindre le niveau de maturité pour pouvoir partir toute seule en Israël dans un séminaire à Jérusalem. Vous avez compris ou non? C'est qu'en fait, la peur de tes parents, c'est le challenge pour toi de devenir la jeune fille qui va les rassurer. Maintenant, toi, tu crois que c'est pour aller au séminaire. C'est parce que plus tard, avec ton mari, il y en aura des challenges. Il y en aura des confrontations. Et là, tu auras deux choix. Ou faire la gamine et t'enfuir en pleurant, ouais, ou alors assumer la confrontation et l'échange et l'évolution. Donc toute la vie, ça va être des efforts. C'est pour ça que tu peux mesurer le niveau d'immaturité par rapport à l'incapacité à assumer les situations. Donc les gens eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Mais quand ils te disent, oui, mais c'est trop difficile et vous ne la connaissez pas, et je vais vous expliquer sa psychologie, et puis mon mari, il est fou, et l'autre, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça. Moi, j'écoute, la vérité, j'ai les caves routes, j'écoute. Mais la personne, tu crois qu'elle parle de l'autre, elle parle d'elle. Bah évidemment. Parce que vous connaissez la taille du... Quand tu vas au BHV, tu dis bonjour, je vous ai acheté un couvercle de poubelle, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il dit le gars? Donnez-moi la taille de la poubelle, je vais vous trouver le couvercle qui va avec. Puisque chaque poubelle a son couvercle. Donc quand tu parles de l'autre, tu parles de toi. Vous me suivez ou non? Quand tu parles de l'autre, tu parles de tes échecs à toi. Quand tu parles de l'autre, tu parles de tes incapacités à toi. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Essayez de ne pas l'utiliser avec des gens que vous aimez. Quand tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, tu regardes qu'est-ce qu'il te reproche. Je sais, c'est très violent. T'as compris ou non? Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Israël Salanter, apprends à voir les qualités de l'autre et tes défauts à toi. Nous, on fait juste l'inverse. Nous, on voit nos qualités à nous et les défauts de l'autre. Maintenant, pourquoi est-ce que je vois les défauts de l'autre? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, par ses qualités, il me montre ce que je n'ai pas acquis. Et ce que je n'ai pas acquis, c'est mes défauts. Maintenant, comme je suis dérangé par les réussites de l'autre, je suis obligé de l'accuser de quelque chose pour légitimer le fait que moi, je n'ai pas réussi. Donc, je fais un transfert de mes nullités à moi chez lui. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, je les reçois d'abord séparément. Bon, je ne fais plus, hein, ne venez pas ne cherchez pas à avoir des rendez-vous de couple, je ne fais plus. Je suis fatigué d'être adulte pour des enfants. Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu as une question, quand tu as un problème, formule la question et écoute-toi parler. Tu vas gagner un temps. Parce que tu veux le Rav et tu veux le Datora, soi-disant, tu veux le thérapeute, tu veux le psychiatre. Mais écoute-toi parler. Quand tu t'écoutes parler, tu vas apprendre sur toi. Mais tu as vu ton langage, il est que négatif. C'est bizarre. Tu as vu ton langage, il est toujours sous forme de problème, jamais de solution. D'accord? Tu as vu ton langage, il est toujours vers l'autre, jamais vers toi. Tout ça, c'est des symptômes. Je ne veux pas dire des signes, c'est des symptômes. Mais regarde, c'est ça l'auto-analyse, c'est ça le moussard. Le moussard, je rappelle, n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est de l'auto-analyse. Maintenant, tu peux prendre un miroir, te regarder dedans. Tu peux t'enregistrer, écouter, parler. C'est quand même bizarre que les enfants sont tous hypocrites alors que j'arrête pas de les stresser. Mais écoute-toi parler. Elle me dit, oui, il fait des choses dans mon dos. Ok, mais quand elle veut dire la vérité, tu la casses. Alors qu'elle faut obligé. Donc tu génères que l'autre fait dans ton dos. Tu oui, mais je voudrais avoir quelqu'un d'honnête. Pourquoi tu es honnête, toi? Non, mais moi, c'est différent. Ah, oui. Vous comprenez ou non? C'est tout ça, c'est un problème que je n'accepte pas, que la réalité est adaptée. Donc, en fait, je n'ai pas grandi. Je me conduis comme un gamin. Mais alors, la difficulté, encore une fois, c'est pas que genre t'es petit, après t'es grand. Non, parce que t'es grand à 20 ans,
Mais à 21 ans, il faut un nouveau niveau de gadol. Et à 30 ans, un nouveau niveau. Et à 40 ans, un nouveau niveau. Donc à chaque fois, tu es condamné à augmenter ton niveau. Comment on passe d'un niveau à l'autre? Par l'effort. C'est pour ça que l'effort ne s'arrêtera jamais. Mais pas dans le sens, encore une fois, du sacrifice. Il faut mourir, il faut... Détends-toi. Pourquoi t'es angoissé comme ça? Je sais pas, les gens, ils sont... Moi, les gens me disent, mais vous faites jamais la gueule. Je dis, j'ai pas le temps. Non, c'est vrai. C'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur objective. C'est toi qui décides combien tu vas donner de temps à la douleur. Mais si tu ne lui donnes pas de limite de temps, elle s'étale. Ça devient la tristesse. La tristesse, elle devient la dépression. La dépression, il faut la gérer. Donc, elle devient la phobie. Et après, c'est l'internement. Tu dis, mais comment j'ai pu arriver à un état pareil? Très simple, en te laissant aller. Et le laisser aller, c'est le contraire de l'effort. C'est pour ça que les tzadikim, ils courent tout le temps, et que les réchaïm disent, ça va, j'ai le temps, c'est bon, je le ferai demain, on verra. D'abord, Adam, prouve-moi d'abord que c'est à cause de moi. Après, prouve-moi que j'ai des efforts à fournir. Et puis, va te faire une thérapie. C'est toi la folle, c'est toi le fou, c'est toi... Donc, vous avez compris que quand on parle de Vayi Bayami Ma'em, ça veut dire que chaque temps, il est réservé pour un certain niveau de maturité. Vaigdal Moshe, ça représente l'homme qui a grandi, donc qui atteint un certain niveau de maturité. Comment il va le faire? Alors, c'est marqué Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Alors, moi, j'ai dit Vayetse el Achiv, il sort vers son frère. C'est qui son frère? C'est lui. C'est-à-dire que moi, parce que c'est quoi Vayetse? Il est sorti. Moshe, il était dans le palais. Comment il va comprendre ses frères? Il faut qu'il sorte du palais. Donc les goïms, ils appellent ça la zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. J'ai des gens qui m'aiment, je rencontre que des gens qui me disent que je suis super, je fuis la remise en cause, jamais je grandis, jamais... Donc je suis bien. On te dit, il faut sortir. Quand tu sors, tu te mets en danger. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Celui qui avance, il peut tomber. Mais celui qui n'avance pas, il ne tombe pas, mais il n'avance pas. Parce que quand tu marches, je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience de marcher, non? Quand tu marches, c'est un phénomène bizarre. C'est qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Donc, il y a toujours un moment où il y a un seul pied par terre. Comme si vous ou non. Donc, tu poses un pied, tu lèves l'autre. Mais quand tu es sur un pied, tu es instable. Alors que quand tu es sur deux pieds, tu es stable. D'accord? Donc, ça veut dire que la seule manière d'avancer, c'est de se mettre en insécurité. Tu étais en sécurité à l'école juive. Tac, tu rentres à la fac, insécurité. Tu étais tranquille avec ta petite association. Tu dis, je crée une entreprise, insécurité. J'étais tranquille avec ma mère, j'épouse une inconnue, insécurité. On était bien tous les deux, on fait un bébé, insécurité. Toute la vie, c'est un passage de la sécurité à l'insécurité. Maintenant, dès que tu as stabilisé la sécurité dans l'insécurité, hop, il y a une nouvelle insécurité. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est le principe de l'escalier. Dans un escalier, il y a ce qu'on appelle la marche. La marche, il y a toujours un côté raide et un côté plat. Le côté raide, c'est l'effort que tu fournis pour t'élever. Le côté plat, c'est l'espace pour pouvoir constater le résultat obtenu par l'effort que tu as fait. Mais c'est vrai que ce côté plat, il propose un nouveau côté raide, qui propose un nouveau côté plat, un nouveau côté raide. S'il n'y a que des côtés raides, ça s'appelle une falaise. S'il n'y a que des côtés plats, ça s'appelle la Belgique. D'accord? Donc, on est obligé de créer l'étape. Ça s'appelle le séquençage. Maintenant, il y a une chorma en architecture de calculer la taille de la marche. Elle fait 17 cm. Tu la mets à 40, au bout de 10 mètres, les gens ils meurent de fatigue. Tu la mets à 3 cm, ils se découragent. Il faut trouver la taille assez forte pour que tu puisses assumer l'effort, ouais, et assez conséquente pour que tu puisses avoir la satisfaction d'avoir atteint quelque chose. Comme la scolarité. Tu vois bien que le gosse de CM2, on ne lui donne pas les exercices de terminale. Tu dis, mais on gagne du temps. Laisse-le jouer au foot pendant 17 ans et après tu lui dis, écoute, c'est dans 6 mois, allez, on y va, allez, vas-y. Le gars, il dit, mais non, c'est étape par étape. Ça s'appelle le séquençage. L'évolution personnelle, séquençage. Les midotes, séquençage. Ouais. Je vois les gens, ils disent, mais écoutez, Rav, j'ai écouté le cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, maintenant, il faut le mettre par écrit.
Ah, mais c'est vachement long. Non, t'es pas obligé, tu peux rester brel. Ah oui, d'accord. Bon, après, je dis, il faut le découper en 12 parties. Ah, après les 12 parties, tu fais de l'auto-analyse par rapport à chaque partie. Ah bon, d'accord. Donc, tu prends le ressenti de la partie par rapport à toi. Grâce à ça, tu vas avoir un portrait robot de ton intériorité qui est concerné par cette partie. Et ensuite, tu fixes des exercices pour essayer de devenir ce que tu as compris de toi en utilisant T+, pour gérer tes moins. Et après ça, tu fais coller chaque partie et tu vois qu'à la fin de l'année, tu es une nouvelle personne. Vous parlez de quoi là? Je dis, je travaille pour un cours. Sur un cours, tu as travaillé 1 an. Les gens ils disent, mais je l'écoute dans la voiture. Tu as déjà vu quelqu'un qui est devenu rave en écoutant le cours pendant les halotes ou l'aspirateur? Tu as déjà vu un gars qui est devenu agrégé de mathématiques, d'accord, en écoutant dans le métro le cours? Faut travailler. C'est ce qui est marqué ici. Vayetse Elechav, il sort de lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde lui. Ça s'appelle la projection. Et c'est ça le moussard. Tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu te regardes. Tu mets un micro, tu t'écoutes. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Mais c'est des bêtises. Et là, tu as dit un truc, mais tu ne le penses pas. Ouais, mais tu comprends, c'était les circonstances. Maintenant, tu te rends compte que tu peux devenir un moment décalé entre ton discours et ta pensée. Donc, tu ne dis pas ce que tu penses. Et en plus, tu ne fais pas ce que tu dis. Et en plus, tu ne fais pas ce que tu penses. Et en plus, tu ne penses pas ce que tu penses. Tu te rends compte combien vous êtes là-dedans? Oui, mais c'est pas évident. Audon Kolo. Tu veux quoi, légitimer? Et qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a repoussé l'échéance à plus tard. Tu peux dire, oui, je suis mauvais en français parce que mon père, il m'achète des feuilles de papier Lidl. Il m'a acheté un stylo Bic. Tu sais avec quoi il écrivait, Victor Hugo? Du papier à base de chiffon. Avec quoi? Avec une plume. T'as vu comment il a écrit de milliers de pages? Toi, t'as le papier Clairefontaine, t'as le stylo Pilote, gel. Limite, il écrit tout seul. On attend le premier poème. Bon, t'as un côté poète, c'est vrai. Ce qu'on appelle un poète. Mais il y a un manque d'inspiration. Donc, quand toi, tu vas légitimer ta flemme par le fait que tu n'as pas les moyens, tu crois que c'est les moyens qui donnent les capacités, toi. C'est au contraire, c'est le manque de moyens qui développe les capacités. Bien sûr. Donc dans cette logique-là, Vayetse Elechav, il faut que tu fabriques le gars qui va s'occuper du gars. Où c'est marqué dans Pirkei Avot. Là, ça aussi, je l'ai cité plusieurs fois ici, mais c'est pas grave. Im en anili mili. Traduction. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en ani li mi li. Si je ne suis pas im en ani, si je ne suis pas li pour moi, mi li qui est pour moi. Mais là, il y a toute la thérapie là. Je ne sais pas pourquoi les gens ils vont voir des professionnels. Tout est marqué. Regardez la juxtaposition. Im en ani li. Regardez la force des Chachamim. M, c'est quoi? Im, c'est M. M, c'est la mère. Donc, tu es encore à l'état du fœtus. Tu passes à quoi? À N. C'est quoi N? Aïn. Aïn, c'est rien, le néant. Du Aïn, tu passes au Ani. Tu es devenu quelqu'un. Vous suivez ou non? Comment? Grâce au lit. Bah oui, pas le temps que tu passes au lit, ça n'a rien à voir. Ouais. Parce que c'est quoi le lit? C'est qui lit? Bruce? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour moi. Maintenant, quelle différence entre Annie et Lee? Ben, Annie, c'est moi, et Lee, c'est moi. Maintenant, il y a un Annie en moi qui s'occupe de moi pour que je puisse devenir moi. Alors, ça s'appelle le gadol, le katan, ça s'appelle l'enfant, ça s'appelle l'adulte, ça s'appelle le mature, ça s'appelle l'immature, ça s'appelle celui qui choisit la tentation du mensonge ou celui qui veut aller au bout de la vérité, celui qui se prend en main ou celui qui se laisse aller. Il y a toujours deux Annie. Il y a le Annie intérieur, c'est celui qui veut. Il y a le Annie extérieur, celui qui fait. Donc la linéarité existentielle, ouais, ce qu'on appelle la Tset Minakoach et la Poal, dans le Maharal, passer du potentiel au réel. D'ailleurs, j'ai écrit un livre de 400 pages sur cette phrase. J'espère que vous l'avez lu. Non? Non, les gens me disent, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Bon, tu
sais pas si le guide Michelin en tchécoslovaque aussi, ça. Si tu veux caler une bibliothèque. Même Raveman, il a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris ce qu'est-ce que Ria, il a écrit dans son livre. Bon, c'est pas grave, moi je l'ai écrit, hein, je fais ce que j'avais à faire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le Hani, ouais, et le lit. Maintenant, on a dit Katan en Bodaat, Vegadol Omed al Agabav. Donc, moi, je dois développer en moi un moi qui s'occupe de moi. Maintenant, encore une fois, il y a le moi intérieur, c'est le moi potentiel. Il s'appelle le je, qui maîtrise la volonté, comme dira Volbeu, il s'appelle je veux. Et le moi extérieur, celui qui réalise, celui qui agit, celui qui est dans les contraintes, dans le temps, dans l'argent, dans le regard de l'autre, dans le stress, il s'appelle le je fais. Donc, il y a le je intérieur et le je extérieur. Il y a le je qui veut, le je qui fait. C'est pour ça que je vous ai dit, la linéarité existentielle, c'est je fais ce que je veux. Mais ce qui est bizarre, c'est que souvent les gens qui disent « ben je fais ce que je veux », c'est justement les gens qui ne sont pas en maîtrise ni de ce qu'ils veulent, ni de ce qu'ils font. Le gars qui est en révolte, le gamin qui fait sa crise d'ado à 38 ans, ouais. En fait, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais c'est quoi son langage? Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Mais Baba, pour faire ce que tu veux, il faudrait que le jeu intérieur, il a déjà éliminé son Yetzerara. Maintenant, quand le Yetzerara, il remplace ton jeu intérieur, donc c'est pas toi qui jeu. Donc si c'est pas toi qui jeu, c'est pas toi qui veux. Après, tu fais des choses que toi-même, tu te reconnais pas dedans. Et tu le dis toi-même, c'était plus fort que moi, j'étais dépassé par la situation, eh ben j'ai réagi, j'ai mal pris la chose, je me suis vexé, mais qui c'est? Qui a fait ça? Qui? Tu sais qui? Le haïn, le haine. Moi, je voudrais entendre le hani. Où il est le hani? Moi, j'attends l'adulte, j'écoute comme ça. Toi, tu fais ta. Moi, j'attends, je m'endors. D'un seul coup, genre, ah, il y a eu un langage de maturité, là. Voilà, c'est ça la longueur d'onde. Tu pourrais maintenir ça 24 heures sur 24. Ah non, c'est... Déjà, ouf, ça fait mal, hein, fou. Là, vous en demandez trop. Moi, je te demande d'avoir ton âge. Moi, je demande d'assumer. Je demande de faire ce que tu penses. Je demande de dire ce que tu penses. C'est trop. Attendez, on a besoin du shaker, on a besoin du compromis social, on a besoin du mensonge tacite, on a besoin de l'hypocrisie globale. On a besoin, c'est comme ça la société. Oui, dans un zoo. Mais quand tu veux être dans le Olama Emet, ouais, tu cherches des gens de Emet, dans un milieu de Emet, le Emet, c'est le Emet. Mais c'est cher. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Moi, je dis que celui qui n'assume pas, c'est qu'il n'a pas goûté le ta'anoug de la maturité. C'est comme les couples qui s'engueulent tout le temps. Ils n'ont jamais goûté au shalom. Donc, ils croient que la guerre, c'est ça exister. Je te casse, tu me casses, je te pique, et je te ramène ta mère, ta su, et les secrets, et les trucs, et l'argent, ton poids, ta taille, ton corps. Je dis, vous n'êtes pas fatigué d'être bête? Vous voulez pas changer un peu? Comme ça, genre quelques minutes de bien. Imaginez, c'est pas vous les deux brels. Prenez du recul et dire, tu sais, peut-être qu'on peut essayer de... J'ai dit à un gars une fois, j'ai dit, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça avec ta femme, elle va être heureuse. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Pourtant, j'en ai vu des phénomènes, moi, en zoologie. Il m'a dit, elle va être trop heureuse. Vous avez déjà entendu ça, Raph? Je dis, je te donne des clés, Va dans son sens, fais-lui plaisir, fais-la exister, donne-lui du kavod, reconnais ses efforts, reconnais les résultats. Il m'a dit, elle va être trop heureuse. C'est pour ça que j'appelle ça de la zoologie. Parce que quand le hani qui est en toi, il se mélange avec le mal, ça s'appelle animal. Donc c'est de la zoologie finalement. Ouais. Donc la logique, que le N, on a dit c'est quoi? Le haïn, c'est le néant, c'est personne. C'est pour ça que en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, si toi, tu sais que tu es personne, pourquoi tu te vexes qu'on ne te donne pas le respect qui est dû à la personne, si au fond tu sais que tu es personne?
Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc, pour être unique, il faut que tu réalises ton côté unique. Donc, en français, on appelle ça passer du potentiel au réel. Donc, numéro 1, tu dois connaître ton côté unique. Numéro 2, tu dois renforcer ton côté unique. Numéro 3, tu vas te servir de la vie pour réaliser ton côté unique. Maintenant, plus tu réalises ton côté unique, et on a dit tout à l'heure, le respect c'est quoi? C'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Donc le respect de soi, c'est le droit d'exister que je me donne à moi. Le problème, c'est que pour exister, il faut que je fasse l'effort. Mais à l'intérieur, il y a les tzara qui me dit non, ne fais pas d'effort. Suis ta colère, suis tes nerfs, suis tes complexes, suis ta susceptibilité. Profite, tu as eu un père exigeant, une mère alcoolique. Vas-y, tu as une chance de pouvoir avoir la carte d'invalidité. Tu peux te mettre en victimisation, tu peux te mettre en souffrance, tu peux expliquer au monde entier pourquoi tu n'as pas réussi. Il faut voir l'énergie qu'ils mettent pour créer un dossier justificatif d'échec. J'ai dit, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Ouais. La même énergie qu'il fallait pour fabriquer ce dossier, c'était la même qu'il fallait pour évoluer. C'était la même qu'il fallait pour trouver des solutions. Alors pourquoi tu as choisi l'échec? Parce que dans l'échec, il y a un certain confort. Dans la victime, il y a un certain confort. Et dans confort, il y a fort. Mais c'est ça le confort. Le confort, c'est fort. Mais le CON, comme vous l'appelez, en vérité, c'est très très intelligent parce que c'est le contraire de l'intelligence. Or, l'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le CON, c'est celui qui est inadapté. La preuve, quand il a gaffé, qu'est-ce qu'il dit? Oh, qu'est-ce que j'ai pu être CON. Maintenant qu'il a divorcé, mais j'avais une femme de folie. Mais pourquoi je n'ai pas écouté le cours avant? Mais pourquoi je n'ai pas voulu mettre en application? J'étais CON. CON, en fait, CON, c'est soumis à son Yetzirah. Intelligent, ça s'appelle Shlitat à Sechel à la lève. Non, Ravolbeu. C'est ça le Da'at. Donc intelligent, c'est le Da'at. Le contraire, c'est CON. T'as compris ou non? C'est pour ça que je t'ai dit que toi, tu dois devenir quelqu'un. Quand tu n'arrives pas à devenir quelqu'un, tu deviens quelconque. Là, la définition, elle reste. C'est pas grave. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand tu vas faire ce travail, encore une fois, de im, en, ani, li. Donc M, tu es dans le ventre de ta mère. Tu as un bon potentiel, mais on ne peut pas vivre au fond toute sa vie. Après, tu prends conscience que tu es N, tu es Aïn, parce que tu n'es pas développé, tu n'es pas grandi, tu n'es pas construit. Et tu dis, allez, ok, je vais devenir Annie. Mais comment je vais faire? Grâce au lit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une voix qui te dit, allez, grandis. Alors le Rav qui va dire, j'ai confiance en toi. Il y a tes parents qui va dire, je t'aime, je sais que tu es une personne de valeur. Donc tout, c'est lit, parce que lit, c'est pour lui. Donc c'est tout ce système qui est, en fin de compte, périphérique, mais qui va agir sur l'intérieur. C'est ça le lit. Ouais. Donc après, quand c'est marqué ici, Vayetse el Echav, donc il est sorti, je dis, vers son frère, vers lui-même. D'accord? Et ce travail-là, je vais développer, en fin de compte, un Ani qui va être un Mashpia, qui va m'influencer, et un Li qui va être un Mouchpa, un influencé. Et des fois, c'est le Li qui va être le Mashpia, et le Ani qui va être le Mouchpa. Et c'est normal, pourquoi? Parce que, encore une fois, je suis là, donc j'ai mon moi intérieur. Et là, j'ai le moi extérieur. Le moi extérieur, c'est celui qui agit. Lui, il est confronté à la réalité. D'accord? Le moi intérieur, c'est le monde de la volonté. C'est le moi du potentiel. C'est le moi rêveur. C'est le moi enfant. Maintenant, on pourrait dire, bon, bah, un jour, je vais être enfant et après, je vais être adulte. Quand je vais être adulte, je ne vais plus être enfant. Non. Si on dit que enfant, ça veut dire potentiel et adulte, ça veut dire réel, donc toute sa vie, on passe du potentiel au réel. Donc un homme de 43 ans, en fait, c'est un enfant de 44 ans. Puisqu'il est en train de devenir un couple de 10 ans de mariage.
s'ils travaillent sur le couple, ils sont en train de devenir un couple de 11 ans de mariage. Maintenant, 12 ans de mariage, 13 ans de mariage. Maintenant, à 13 ans de mariage, on ne peut pas être dans les mêmes gamineries, les mêmes comportements infantiles que le lendemain de la roupa. Encore une fois, tu vas légitimer, tu vas expliquer, tu vas écrire un bouquin pour dire tous les névroses de ton conjoint. Mais d'un autre côté, tu vas dire, c'est quand même bizarre que le même temps, j'aurais pu l'utiliser pour avancer, pour faire grandir mon couple. Parce qu'il y a le couple enfant, le couple adolescent, le couple adulte. C'est quoi le couple enfant? C'est quand chacun est convaincu à 100% que c'est l'autre qui a tort. Parce que l'enfant, c'est le monde du rêve. Le couple adolescent, c'est quand chacun reconnaît qu'il a 50% de tort. Mais je ne suis pas seul, hein. C'est vrai souvent, dans les couples, vous entendez ça. C'est quoi l'intérêt d'être deux? C'est qu'on peut accuser quelqu'un d'autre. Alors qu'en vérité, c'est faux. Parce que si vous croyez en Dieu, encore une fois, vous êtes seul devant la situation. Tu dis, oui, mais si on est deux, ça veut dire qu'on est deux seuls devant une situation. Ça veut dire que chacun d'entre nous est responsable à 100% de 50% de la situation. Maintenant, si moi je prends mes 50%, c'est que le bon Dieu, il m'a envoyé un message par rapport aux 50%. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se servent des 50% de l'autre pour légitimer leur zéro à eux. Alors, question à 2 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais là? Non, je vous explique, grave. Vous comprenez, ma femme, sa mère, c'est tout un truc psychologique, enfermé. Arrête de me parler de l'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi? Si toi, t'es Avram Avinu, pourquoi le bon Dieu, il t'a mis dans une situation pareille? Quelle perte de temps! Tu te rends compte que tu aurais pu être le mashguer de Pognovitch? Tu t'es retrouvé chômeur à la boucherie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est à cause de mes parents. Ma mère, elle m'a castré mentalement. Mon père, il m'a pas allaité. Arrête! Maintenant, t'es bouché, t'es chômeur comme la cavode. Mais ne dis pas, j'aurais pu être Rosh Yeshiva de Pognovitch. T'as étudié vraiment à la Yeshiva? La vérité, j'ai pas été. Ben alors. Ouais, mais j'avais un potentiel. Tout le monde nous l'a dit, au fond, je suis quelqu'un de grand. Ok, mais les gens qui t'entourent ne peuvent pas vivre avec un scaphandre, au fond. Donc, il y a un moment, il faut devenir. Mais à Audon Kolo, cousin de Marco Polo, devenir, ça demande des efforts. Et là, la question se pose. Est-ce que je fais l'effort ou est-ce que je légitimise? Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Moi, pour moi, c'est comme le boléro de Ravel. Vous avez déjà écouté le boléro de Ravel? Non? Oui. C'est une musique qui ne s'arrête jamais. Tu peux l'écouter 19 heures, elle ne s'arrête jamais. Il y a des gens, je les écoute, on dirait le boléro de Ravel. Tu reviens dans 10 ans. 20 ans après. Il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. Voir le paysage algérien. Tu reviens 30 ans après, les mêmes buissons. Il n'y a rien qui évolue. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour dire. Non, les gens, ils peuvent bouger dessus. Mais c'est le mouvement répétitif. C'est un mouvement perpétuel. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Tu dois monter. C'est comme une symphonie. Il faut décoller. Non. On est comme on est. Ouais. Donc, dans cette logique-là, et c'est ça, Chai. C'est ça, vivant. C'est la différence entre Esav et Yaakov. Parce que Esav, il dit, les Chachamim, c'est Asouï. Asouï, c'est quoi? Il est fait. Ça veut dire il est fini. C'est quoi le deuxième prénom de Esav? Ben, Capri. Parce que Capri, c'est fini. D'accord? Il y a des gens, ils sont finis. Tu les grandis, évolues, remettons en cause. Non, je suis comme je suis. Je ne changerai jamais. D'accord? Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. C'est-à-dire le mec, génétiquement, Anne. Ouais. Yaakov, c'est l'inverse. Yaakov, c'est Yud, Ekev. Ekev, c'est le talon. Yud, c'est la Chorma. Regardez le Beth Yaakov, ça les explique très bien. Le Yud, c'est la Chorma. Ki be Chorma Isad Aretz. C'est le Yud de Yudke. Yud, c'est la Chorma. Donc Yaakov, il est toujours au talon de sa Chorma. Il évolue, mais il va encore évoluer. Il va encore évoluer. Il va encore évoluer. Donc le Yaakov, il évolue tout le temps. Le Esav, il arrête de bouger. Je vous signale que je n'ai pas dit Goy et Juif. Donc chacun, il peut décider s'il va être un Esav. Eh ben c'est comme ça. Tu une pierre tombale, mais 200 vivants. Si j'ai la joie.
Non, ça, c'est une caractéristique. Hein. Je sais pas, vous pouvez faire l'expérience. Hein. Vous allez dans un cimetière, vous regardez une tombe, vous la regardez bien, elle est là. Vous prenez l'emplacement GPS et tout. Hein. Vous vous retournez, vous marchez 10 mètres. Vous dites peut-être que quand on se retourne, ils se lèvent, ils jouent au poker, ils se mettent à danser. Non, non. Ils ne bougent pas. Ils sont morts. Vous comprenez ce que je dis ou non? Mais c'est grave. Faut pas se moquer des morts. Mais moi, Hazvi Shalom, je me moque pas des morts qui sont morts, moi. La Yahmam, les pauvres, ils sont morts. Moi, je parle des morts vivants. Jamais il évolue, jamais il grandit, jamais... C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'oblige à évoluer. La Torah, elle t'oblige à grandir. La Torah, tu dis, mais je la connais, j'ai fait la Yeshiva Ktana, j'ai fait Shokdola. Mais à 30 ans, tu regardes la même Gemara Souka, tu la vois pas de la même manière. Toutes les semaines, on relit la même paracha que l'année dernière, et pourtant, tu la vois différemment. Pourquoi? Parce que c'est la même paracha, mais toi, tu as changé. Tu dis, non, je suis le même. C'est vrai, même à Rosh Hashanah Kippour, Hachem, il est assis avec l'ange de la mort. Mahadash. Rien. Tous les ans, il fait teshuva sur les mêmes avérotes. Même le bon Dieu, il s'ennuie. Il dit, il n'y a pas un... Même l'ange de la mort, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Je l'ai en ligne de mire, là. Je l'enlève. Non, peut-être, Shema Yarase Teshuva, peut-être. Peut-être cette année, il y aura un truc différent. Les mêmes avérotes, tout le temps. Ils sont écrits dans le Sidour, déjà. Le vidou, il est déjà préparé. À la limite, il ne vient même pas qui pour séparer. De toute façon, c'est le même calcul que l'année dernière. El Hidouj, il n'y a pas de nouveau. Et Shana, c'est Chinouille. C'est-à-dire que chaque année, elle doit amener un Chinouille, un changement. C'est pour ça que c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashinouille. C'est le début du changement. C'est pour ça que ça tombe Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Hadash. Tu dois avoir une nouvelle tête. Et toi, Bria Hadasha, nouvelle créature. Et aujourd'hui, Daf Hadash, une nouvelle page. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu dis aujourd'hui, ça sera différent. Ou tu dis non, ça sera comme hier. Alors dommage que le bon Dieu t'a donné une journée de plus. C'est du gaspillage. Mais c'est ça la mort. Les gens ils croient la mort, Varga, Benamou, les bougies. Mais non. Encore une fois, les morts, on ne leur parle pas cela. On parle des morts vivants. Donc le mort, il ne bouge pas, puisqu'il est mort. Le vivant, il bouge, puisqu'il n'est pas mort. Pour ça, Rechaim Bechayem Nikraim Metim. Pourquoi les Rechaim de leurs vivants sont appelés morts? Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés à mort? Parce qu'ils sont punis de mort? Non, parce qu'ils sont morts. Et tu vas dire, alors c'est comme ça qu'on parle. Il faut leur donner de l'amour, donner de la vie. On ne parle pas comme ça de traiter quelqu'un de mort. Mais moi, j'ai rien dit, moi. C'est lui qui l'a dit. Je lui ai dit, évolue. Il m'a dit, laisse tomber, c'est mort. Je dis, va t'arranger avec ta femme. Ah, vous la connaissez pas, c'est mort. Va parler à ta fille. Voilà, elle est dans la chambre, elle est là. Toute l'année, elle est en Israël. Maintenant, elle est là une semaine. Va lui parler. Non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Jamais mon père, il est venu vers moi. Ok, mais tu as fait 22 ans de thérapie, c'est vrai. D'accord. Donc, arrête de faire le mort. C'est ça la mort. Oui, le contraire de la mort, c'est le mouvement, c'est l'investissement, c'est la remise en cause. C'est que ça bouge à l'intérieur. D'ailleurs, même les goïms, ils disent, j'ai besoin de me sentir vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sens que ça vibre à l'intérieur. Tu bouges, tu pries. Non, tu tournes les pages. Tu étudies, tu mets tes forces, tu pleures sur le Tosfot, tu crèves sur le Raphaïm. C'est dur. Non, qu'est-ce que tu fais toi? Tu tournes les pages pour t'aérer les yeux. Quel daf on est? Dafina. Ah, ok. Non, parce que quand les gens ils tournent les pages, ça va aérer les yeux. C'est pour ça qu'on dit Ve'aérenenu betoratecha. T'es pas là pour t'aérer les yeux, Yabrel, t'es là pour changer. C'est-à-dire que quand tu vas tourner la page, tu crois que c'est un daf différent, c'est toi qui n'es pas le même. Qu'est-ce que tu as appris? Le Ramban, il dit, si un homme, il n'a pas une heure par jour pour se demander qu'est-ce qu'il est, c'est pas un homme. Ça, c'est le Rambam. Le Ramban, il dit, si de chaque limou, tu dois tirer quelque chose, tu dois changer. Donc, tu es condamné, en un seul mot, à évoluer. Et ça, c'est ça ce qui est marqué ici. Vayetse elechav, vayar besivlotam. C'est quoi? C'est qu'il a vu sa souffrance, il a vu sa nullité. Il a dit, mais j'en ai marre, je suis encore pris dans mes complexes et dans mes gènes. Et ma vie, elle est complètement conditionnée par ma paresse.
Parce que la paresse d'évoluer, la paresse de travailler, la paresse d'aller au bout de mes choix. Mais j'y arrive pas, fais du moussard, fais une thérapie, fais du coaching, mais sors, bouge. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur souffrance, ouais, comme si la souffrance était un refuge. Après, Vayar Ishmitzri, il a vu un homme égyptien, ouais. C'est qui l'homme égyptien? En vérité, c'est le moi qui est soumis au Yetzer Hara. Parce que Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte. Metzarim, ça veut dire les limites. Donc, Ishmitzri, c'est l'homme en toi qui est soumis à tes limites. C'est celui-là qui est maîtrisé par Paro. Et Paro, c'est qui? Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche et l'Yetzer Hara. C'est pour ça que Chayav Adam Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Pourquoi tous les ans on doit sortir d'Égypte? Je dis non, moi je suis là pour commémorer la sortie d'Égypte de l'époque. Non, 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 non. Toi aussi, tu dois sortir de ta propre Égypte. Maintenant, comment tu vois ça? Parce que tu vois le Ishmitzri, tu vois le Yetzer Hara en toi, ouais, le fort en toi qui frappe le faible. Maké Ish Ivri, oui, qui est en train de frapper le bon qui est en toi. Le problème, c'est que le bon qui est en toi, il a 14 ans, et le mauvais qui est en toi, il a 40 ans. Qui c'est qui va gagner? C'est pour ça qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle un programme accélérateur de maturité pour devenir l'homme qu'on est censé être. Parce que tous les problèmes qu'on a, ils viennent de la différence entre la personne qu'on est et la personne qu'on est censé être. Donc si à 40 ans, physiquement, j'ai une épreuve de 40 ans, mais j'ai un mental de 14 ans, c'est normal que je stresse, que je craque, que je n'assume pas, que je transfère, que je condamne, que j'accuse, c'est normal. Parce que même pour dire « je suis responsable », il faut un jeu dedans. Moi, petite constatation personnelle des consultations, ouais, je n'ai pas vu dans un livre. Mais j'ai compris qu'en fin de compte, les gens qui n'assument pas, c'est toujours les gens qui n'ont pas construit le jeu. Donc comme il n'y a personne dedans, puisque le mot personne est le mot personne, pour dire je suis responsable, donc ils ne peuvent pas assumer. Donc comme ils ne peuvent pas assumer, ils sont obligés de transférer, donc ils cherchent des responsables. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause du rab, c'est à cause de la société, et c'est à cause du bon Dieu. Pourquoi c'est toujours la faute des autres? Pourquoi la cause, elle est toujours dehors? Alors que les Anglais l'ont bien compris. Il faut être la cause. Be cause. Sois la cause. Alors évidemment, celui qui n'est pas développé, il va dire, alors s'il faut être la cause, c'est encore à cause de moi. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. C'est une expression. Ouais. Si je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Je dis l'accident est arrivé à cause de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu tenais le volant. Mais comme tu tenais le volant, tu aurais pu éviter l'accident, puisque c'est toi la cause. Donc en fait, d'accepter la cause, d'accepter d'être la cause, ce qu'on appelle vulgairement le sens de la responsabilité. Et quand on perpétue le sens de la responsabilité, comment ça s'appelle en français? La maturité. Donc à chaque fois que tu te débarrasses de la responsabilité, toi, ça t'élimine le stress de la responsabilité, mais c'est surtout que ça élimine l'opportunité de devenir mature, puisque tu deviens mature en assumant. Donc quand tu refuses d'assumer, tu ne grandis pas. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas grandi, mais les épreuves, elles grandissent. Donc tu es de moins en moins adapté. Et le fait de ne pas être adapté à la réalité qui est en face de toi, ça crée ce qu'on appelle en français le stress. Parce que le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Donc une situation que tu devrais assumer normalement, parce que tu as 40 ans, je te mets une épreuve de 40 ans, voilà, tu as 40 ans, ta fille elle a 20 ans, elle dit je veux me marier, tu te mets dans tous les états, tu te mets à crier, mais c'est combien d'argent? Et ça, on s'en sortira jamais, on n'y arrivera pas. Mais attends, elle a 20 ans, ça veut dire que tu as eu 20 ans pour te préparer à l'idée qu'un jour, elle va te dire « je vais me marier ». Aussi, mais non. Toi, tu crois que c'est quoi? Un problème d'argent? Non, c'est un problème de maturité. Les gens, ils ont rien. Ils font un mariage à 5 000 euros. L'autre, il fait un mariage à 400 000 euros. Et alors? Mais c'est ma fille, elle va pas se marier. T'as compris ou non? Mais quand toi, tu trouves ça impossible, c'est parce qu'en vérité, cette réalité, tu la vis comme une pression.
Mais pourquoi elle est vécue comme une pression alors qu'elle devrait être normale? Oui, c'est vrai ou non? Moi, j'ai vu des gens, ils sont venus le soir du mariage. Écoutez bien. Hein. Ils ont dit au traiteur, j'ai pas d'argent. Après la soirée. Et moi, j'étais là-bas par hasard. Donc, le traiteur, il avait déjà prévu le hachoir à viande. Il va faire des saucisses. Bah, attends, il a 80 kilos de saucisses, là. Il va le tuer. Je lui dis, mais monsieur, votre fille, elle a quel âge? Il m'a dit 23 ans. Donc, grâce à Dieu, depuis qu'elle est née, vous dites, je vais la marier un jour. Donc, ça fait 23 ans que vous mettez de côté. Ah, mais il dit, non, je ne suis pas dans cet esprit. Moi, je suis un peu cigale, un peu... pas fourmi. Non, c'est pas grave. Il en faut des brels. En plus, Mina Shamaïm, il s'appelait Jacques. D'accord? Mais... Et moi, je regardais ça, j'ai dit... Donc, moi, je ne regarde pas l'événement. Comprenez, l'événement, tu n'as pas d'argent, l'événement... La honte, l'événement, l'archouma devant les beaux-parents, l'événement, la honte de ta fille. Non, moi je mesure le niveau d'immaturité. C'est-à-dire que le gars, il est complètement à côté de la plaque. Vous avez compris ou non? Maintenant, pour avoir un tel niveau d'immaturité, ça implique un déni de réalité, un déni de responsabilité, un déni dans l'argent, un déni dans le travail, un déni dans l'effort, un déni dans la émouna, un déni dans ton rôle d'homme, dans ton rôle de père, qu'on compte toutes les névroses, toutes les pathologies qu'il y a là-dedans. Vous comprenez ou non? Moi, c'est ça qui m'impressionne. L'événement, c'est un événement. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme tu as cassé le vase. Eh bien, le vase, il est cassé. Ah, tu vois, mais pourquoi et comment? Qu'est-ce qu'il voulait le bon Dieu? Le vase, il est cassé. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a pu amener ce vase à être cassé. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas d'accord avec ce qui a amené, tu ne peux pas faire tes chouvas. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas faire une thérapie. D'abord, tu acceptes que tu es malade, après tu te soignes. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que Vayar Besivlotam, ah non, ouais, Make Ish Ivri Mecha, Vayifen Kovako. Il a regardé par là, il a regardé par là. C'est-à-dire que l'homme, il doit faire cette auto-analyse de lui-même. D'où ça vient? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en arrêtant d'accuser les autres. Oui, j'ai pas de niveau de maths, eh ben j'ai pas bossé les maths. Pas la peine de dire le prof de maths était méchant, t'as rien foutu. T'arrives pas, ben tu prends un autre prof, tu prends un cours, tu changes d'école, tu achètes des annales, tu te débrouilles. Non. Ah, t'étais bien content d'avoir une bonne raison pour expliquer ta nullité, mais ça règle pas le problème. Donc les gens, ils voudraient le salaire du travail parce qu'ils arrivent à expliquer pourquoi ils n'ont pas pu travailler. Pas de travail, pas de salaire. Pas d'effort, pas d'évolution. Pas de travail, pas de résultat. Vayar ki en ish. Il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. L'homme, lui, il n'était pas là. Il a vu qu'il n'était pas là. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que je dois reconnaître, je dois être modé à la émette, j'ai un problème de colère, j'ai un problème de shaker, j'ai un problème de flemme, j'ai un problème de susceptibilité, j'ai un problème d'angoisse. J'ai un problème de regard de l'autre. J'ai un problème d'hypocrisie. C'est ça. Quand il a fait l'analyse et qu'il a vu qu'il en ish, ouais, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très simple. Vayar et Amitri. Il a frappé l'Égyptien. Donc maintenant, tu as compris. L'Égyptien, c'est en toi le côté faible, celui qui est soumis à son Yetzerara. L'autre, c'est celui qui veut réussir. Ouais, Ali, Anili. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Brachot? Léolam, Irgazadam, Yetzeratov, Keneged Yetzerara. Un homme doit faire combattre son Yetzeratov contre son Yetzerara. Ça veut dire mes manques. Ouais. Je dis, ben, j'ai des manques. Non, t'as pas compris. Tes manques, c'est des opportunités de travail. La bosse, quand tu es en train d'aplanir la planche, la bosse, c'est un challenge. Alors que toi, tu dis, c'est un obstacle. Mais non, c'est un challenge. Ouais. Moi, par exemple, j'étais très bon en français, en philo. Bon. C'est comme ça, j'étais très bon. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de maths et beaucoup de physique. Oui, parce que comme il y a le cerveau mathématique et le cerveau philosophique, j'ai dit, je ne veux pas être un handicapé. Parce que vous avez compris que les matheux, ils trouvent que les littéraires sont débiles. Et les littéraires, ils pensent que les matheux comprennent rien à la réalité, à l'essence des choses. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais être les deux. Vous comprenez ou non? Comme il y a le cœur et la raison, il faut développer les deux. C'est hyper sensible. Qu'est-ce que tu fais? Tu développes ton cerveau
Parce que le cerveau, il peut maîtriser les écarts du cœur. Si tu es très technique, et tu es très organisé, et tu es très rationnel, et tu es très cerveau, il faut que tu développes ta sensibilité. Donc va dans l'empathie, va vers l'autre, fais du chesed, fais de la bonté, lis de la poésie, apprends à chanter, parce que tu dois développer ce côté sensible. C'est pour ça que le côté sensible était très très développé chez Abraham, parce que Samida c'était le chesed. Le côté gvura, donc affirmation, maîtrise, intellect, il était très développé chez Yitzhak. Et les deux développés, c'était pour produire un Yaakov qui émet. Et le émet, c'est quoi? C'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. C'est-à-dire, pour être quelqu'un d'harmonieux, il faut un cerveau très puissant et une sensibilité très puissante pour arriver à 50-50. Alors, encore une fois, des gens, ils sont très puissants intellectuels parce qu'en fait, ils n'ont aucune empathie, donc ils n'ont pas de cœur. C'est des ordinateurs, ils gèrent. Mais l'extrême de la gestion, c'est le nazisme, puisque même la vie et la mort, ils l'ont géré de manière industrielle. Et ça, c'est l'extrême de quoi? De la rigueur. Ça va? Le contraire. Non, le contraire, l'amour, la gentillesse, la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. On est tous pareils, les hommes, les femmes, les chiens, les animaux. Donc l'extrême, c'est marrant que c'est la gauche qui exprime c'est small. On dit du schmoll, ouais. Et l'autre, la droite, c'est Yamin. D'accord? Et ça, c'est la rigueur, ça a toujours resté. Pourquoi? Parce que c'est intrinsèque au monde. Mais l'homme, il doit avoir les deux ensemble. C'est pour ça que Yaakov, c'est le modèle. On est des béné Israël, on n'est pas des béné Yitzhak et des béné Abraham. On est béné Israël. Et Yaakov, son visage, il est gravé sur le trône céleste. Et la Gemara, elle dit que Yaakov choufra des Adam. En fait, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Ça veut dire que l'erreur que Adam Arishon il a fait avec le serpent, il a fallu toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov, pour arriver à Mitato Shlema, un lit complet que des enfants de Sadikim, d'accord? Et avant ça, il a fallu éliminer tous les déchets dans toutes les générations, d'accord? Ben nous, de la même manière, à l'intérieur de nous, on a Yaakov et Esav. On a Yetzara, on a Yetzeratov. Ouais. On a envie de se conduire comme des animaux et on a envie d'être proche des tzadikim. Maintenant, je dis, mais pourquoi on nous a fait direct, on n'a pas fait directement qu'on a eu l'ambition d'être proche des tzadikim? Mais parce qu'on on devient proche des tzadikim, parce qu'on a lutté contre le Esav qui était en nous. Ça veut dire qu'en vérité, le mal, c'est l'opportunité de faire du bien. L'erreur, c'est l'opportunité de ne pas faire d'erreur. L'imparfait, c'est le projet du parfait. Ça veut dire que tu vas maîtriser la tentation de l'imparfait pour arriver au parfait. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, il a été créé, Mina Chosher Yotseor, de l'obscurité vient la lumière. Vaillé rêve, vaillé boker. Donc la nuit, il fait sombre, on ne comprend rien, on ne voit rien, aucune visibilité. Le jour, on voit clair. Tu dois passer de l'obscurité à la clarté. Donc tu dois passer du Yetzerara au Yetzeratov. Tu dois passer du doute à l'affirmation. Tu dois passer de l'ignorance à la connaissance. Tu dois passer du manque de confiance en toi à la confiance en toi. Tu dois passer du manque de confiance dans la vie et dans Dieu à la confiance en toi et en Dieu. Ça s'appelle le bitachon. Ça s'appelle Bitachon. Donc c'est ça la démarche. C'est ça Mina Chosher Yotse Or. Donc dans cette logique-là, quand ils sont arrivés, Vayach et Mitzri, vous avez compris que c'est la dynamique de se battre contre son Yetzerara. Et évidemment, le Yetzerara, ben, il grandit avec toi. Parce que Yitzro Shel Adam Mitgaber Becholiom, Mitradesh Becholiom. Le Yetzerara, il se renforce tous les jours. Et le Yetzerara, il se renouvelle chaque jour. Mais je vous dis la vérité, ne le prenez pas mal. C'est vrai ou c'est faux? C'est marqué dans la Gemara, c'est vrai? Ben non. Le Yetzerara se renouvelle pour les gens qui se renouvellent. Le Yetzirah se renforce pour les gens qui se renforcent. Mais si tu fais des avérotes à 2 balles, pourquoi on va te donner des nissionat à 2 millions d'euros? Si déjà tu voles pour 5 euros, pour pas payer le ticket, pourquoi je vais te faire une occasion de faire un business à 30 milliards? Si déjà ça te saoule de faire Shnei Mikra Vechat Targum, comment je vais te proposer le tirot sur la question de Rabbi Akiva Eiger? Puisqu'au fond, ça ne t'intéresse pas. Donc tu n'es pas dans la madriga.
Pourquoi je vais te mettre le shalom à la maison alors que tu es intéressé à la bagarre? Pourquoi je vais te donner l'occasion de créer de la communion alors que toi, tu es intéressé par la fracture? Parce que dans la fracture, tu maintiens la distance, tu maintiens le malaise et surtout, tu peux manipuler l'autre. Émotion, bonheur, gentillesse, méchanceté, cruauté. Alors que se mettre à nu et te dire à l'autre, voilà, je suis comme je suis, voilà, je veux grandir avec toi. C'est se mettre en insécurité. Audon Kolo. Pour ça, il faut que tu te battes avec toi. Donc en fait, la logique, c'est que pour faire la paix avec l'autre, il faut être en guerre avec soi-même. Alors que qu'est-ce qu'ils font les gens? Pour avoir la paix avec eux-mêmes, ils font la guerre avec l'autre. Ils maintiennent la distance, l'incompréhension, le malaise, la susceptibilité, le stress, les nerfs, les cris, la gueule. Et qu'eux, ils sont tranquilles. Elle me laisse tranquille, elle arrête de me saouler, elle ne me raconte pas sa vie, elle ne me pose pas des questions, elle ne veut pas qu'on aille faire des choses ensemble. Du coup, on ne fait rien ensemble. Après, du coup, chérie, maintenant qu'on n'a plus rien en commun, tu veux vraiment qu'on soit comme deux? Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la femme, elle a la moitié de la neshama du mari. Vous êtes au courant? Non? Quand Hachem, il a conçu, il a dit bat plouni les plounis. Il dit le Rav Yaakov Amdin, on prend la neshama, Hachem prend la neshama, il la coupe en deux. La moitié la met dans un corps d'homme, la moitié dans un corps de femme. Après, il se marie. Bon, si vous Grishon, si vous Chéni, vous réécouterez le cours. Mais c'est sûr que l'autre, c'est ta moitié de neshama. Donc, quand toi, tu empêches l'autre d'exister, puisque l'autre, c'est ta moitié, donc en fin de compte, toi, tu existes à moitié. Donc, imagine, tu arrives là-haut. Hachem, il dit Kolakavod, tu es le gadolador, tu as fini le chasse et tout. Et où est l'autre moitié? Ah, l'autre, c'était une khmara. Je l'ai cassé, je l'ai détruit, je l'ai pourri, je l'ai interné, je l'ai rendu dépressive. Parce qu'elle me saoulait avec ses ambitions d'harmonie et d'amour. C'était Bitul Torah. Hachem, il dit, ok, Kolakavod, bravo, en tant que manipulateur et pervers, tu as fait ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est que la moitié de ta neshama, il n'a pas été réalisée. Il faut que tu reviennes en Gilgoul. Et en plus en crapaud. Puisque tu t'es plaint toute ta vie d'en avoir bavé. Ah, tu vas baver, là. Je peux te dire que tu vas baver du matin au soir. Tu dis, mais c'est dur. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est que le bon Dieu, il t'envoie ta moitié, tu l'épouses. Après, il envoie des retombées que tu accouches. Après, il t'envoie des partenaires nécessaires que tu rencontres. Des gens qui durent plus ou moins longtemps, les parents, les amis, les frères, les rabbinim, les ennemis, tous ces gens que tu rencontres. En fin de compte, c'est que Akadosh Baruch Hu, il crée des opportunités interactives d'évoluer. C'est ça que je vous remets avec Zivugim. Donc toi tu te dis, mais pourquoi j'ai un prof comme ça? Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi j'ai des élèves comme ça? Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi j'ai un banquier comme ça? Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi j'ai un médecin comme ça? Pourquoi j'ai un corps comme ça? Pourquoi je suis fragile de la thyroïde? Et pourquoi? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? La moitié de ta vie, tu te plains, mais ça ne change rien. Et l'autre moitié, tu te désespères, parce que de toute façon, on ne peut rien changer. Tu ne sens pas que tu as raté quelque chose? C'est comme si le gars, il va au bac, il dit bonjour, on a combien d'heures? 4 heures. 4 heures? Ah non, c'est trop court. Non, moi, il me faut 6 heures minimum. Hein. 2 heures pour réfléchir, 2 heures pour le brouillon, 2 heures pour rédiger. Ça fait 6 heures. Le mec, il dit, mais il y a 4 heures. Ah non, non, moi, je ne suis pas d'accord. On va faire voter des lois, on va faire des manifs. Je vais aller voir le président, je vais aller voir le responsable, je vais aller voir le ministre de l'Éducation. Donc, le mec, pendant 2 heures, il se plaint qu'il n'y a que 4 heures. Au bout de 2 heures, il va voir l'examinateur, il dit, alors, hein, on fait quoi maintenant? Le mec, il dit, mais il vous reste 2 heures. Il dit, mais ça fait 6 heures que je vous explique que j'ai besoin de 6 heures. Ok, mais il vous reste 2 heures. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans le couple, tu peux faire ce qu'on appelle la parchanou. Toi, moi, toi, mais le temps, il passe. Et pendant que vous faites les gamins, le réservoir d'amour, il se vide. Le réservoir de patience, il se vide. Le réservoir d'espoir, il se vide. Et d'un seul coup, Vaïgdal Moshe, t'as compris, t'as écouté un cours de Ben Chetri, t'as dit, chérie, on y va. La fille, elle te dit, mais je ne t'attends plus. Avarzmano, Batel Corbano. Non, mais je vais changer, je vais évoluer. Batel Corbano.
Moi, je vous dis de ma petite expérience, c'est que le jour où le brel, parce qu'il y a toujours un qui est plus brel que l'autre, il se réveille, c'est quand l'autre n'y croit plus. C'est-à-dire que si le Yetzer Hara, il te redonne le da'at, c'est parce que l'autre, il n'a plus d'espoir. Donc moi je dis, travaillez tant que tout va bien. Arrêtez d'attendre que ça soit foutu. Les gens, ils m'appellent, Rav, vous êtes la dernière chance. Je ne suis pas, je suis urgentiste. Je ne suis pas Chevra Kadisha. Arrêtez de m'amener des morts. Je vois des textos, Amen Chetrit, voilà, mon frère, il est dans la drogue, il est dans la truc, il est avec la Goya, ça fait 10 ans que ça dure, ils ont 3 enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je lui fais un message, répétez après moi, Idgadal, Vidgadal. Bon, bah, au Hachem, je suis marié depuis 35 ans, depuis 35 ans, je travaille mon Shalom Bay, 35 ans! Et toi, genre, au bout de 14 ans, tu te réveilles, tu dis, vous croyez que j'ai des efforts à fournir? Non, pas du tout. Tu peux mourir tranquille. On est obligé, on est condamné. Les enfants, il faut les éduquer. Je vois les gens dire, Rav, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant de 14 ans qui m'insulte? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec un enfant de 1 an qui claque la porte? 1 an et demi, il se claque la porte. Sur sa chaise haute, il jette le manger. Qu'est-ce que tu dis? Le pauvre, il n'aime pas ça, je lui fais autre chose. Qui crève? Il mange pas. Mais comment ça? Il mange pas. Tu jettes par terre, tu manges pas. À demain. Et le lendemain, il mange. Et c'est pas bon en plus. Je connais sa mère, c'est dégueulasse. Non, elle connaît une seule recette de viande, c'est le goulash. C'est des goulash. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Vous avez compris maintenant que cette logique-là, en fin de compte, on a fait tout le pasouk, enfin tous les psoukim, vous avez vu, par rapport au travail personnel. Et la fin, j'ai trouvé joli, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué l'Égyptien, Vaitmeneu Bechol. Il l'a enterré dans quoi? Dans le sable. Tu sais qu'est-ce qui va te sauver? Ouais. Yetzer Hara, Baratilecha Yetzer Hara, Baratilecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc en vérité, il n'y a que la Torah qui peut nous sauver. D'accord? Maintenant, prends la Torah de l'étude, prends la Torah des Midot, prends la Torah de la Chassidoute, prends la Torah de la remise en cause, prends la Torah du Kavod, du Rav, prends toutes les Torotes que tu veux et tu vas grandir et tu vas pouvoir lutter contre toutes les facettes de ton Yetzer Hara grâce à toutes les facettes de la Torah. Ça va? Et tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, Itmene ou Bechol, ouais, enterre-le dans le chol, dans le profane, oui, mets-le dans le travail, mets-le dans la bouffe, mets-le dans la culture, mets-le dans la visite du musée de la Allah, mets-le dans le festival de films muets pour aveugles. Beaucoup de succès. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de critiques. Voilà. Hazak Baruch.